on regarde les caméras et en fait on voit il prend un marteau et il explose Non. tout. Il y avait une journée de chiffre d'affaires, donc plusieurs milliers d'euros, quoi. Ouais. Nous on voulait détruire rapidement la concurrence et on voulait faire un truc genre vraiment on prend le marché en 2 ans et le mec est dépassé, on le détruit On quoi. le met sous le premier salarié, il avait très bien compris ça. Que, Ouais. en fait, si jamais il se barrait, la boîte elle s'arrêtait. Il vous tenait. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour sur Money Tree Podcast. Alors aujourd'hui c'est un épisode particulier parce qu'on va pas parler d'immobilier. Alors si, on va parler un peu d'immobilier, je vous dis des bêtises, mais on va pas parler non plus d'investissement, on va parler plutôt d'entrepreneuriat. On va parler d'entrepreneuriat assez atypique. Je reçois 2 jeunes aujourd'hui, 21 ans et 27 ans il me semble, Adrien et Clément, qui sont 2 jeunes au parcours assez atypique. J'ai pris le temps avant de leur répondre quand même parce que je n'étais pas certain de vouloir les recevoir sur le podcast. Ils avaient des profils sur les réseaux sociaux voilà, qui étaient assez bling-bling. Mais j'avais envie de creuser. Et puis après tout, ils ont monté leur boîte à Toulouse. Donc je me suis dit, en bon chauvin toulousain que je suis, je me suis dit pourquoi pas. Hein, ils ont leurs sièges sociaux juste derrière. Allez, peut-être 50 mètres à vol d'oiseau. Donc je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas les recevoir. Et finalement, j'ai découvert des personnes qui étaient assez différentes de ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. 1h20 l'épisode, donc on a pas mal échangé, pas mal de sujets. Vous ferez votre propre idée. Je vous invite à laisser justement vos avis et votre feedback en commentaire, que ce soit sur les plateformes de podcast ou que ce soit sur YouTube, vous qui nous regardez. Sur YouTube aussi, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Je vous remercie. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et j'ai hâte d'avoir votre feedback. Salut Adrien, salut Clément. Clément, il vient de faire un cul sec. Apparemment, il avait soif. Tu veux de l'eau, Clément ? C'est déjà torché. Non, ça va aller. Ok. Bienvenue ici, dans le studio, du coup. Merci. Comment on commence ces épisodes ? D'habitude, on laisse les gens se présenter. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Aujourd'hui, c'est un épisode à 3. Donc, je vais laisser un temps de parole à chacun, évidemment. Il y en a toujours un plus loquace que l'autre, en général, quand il y a des duos. Donc, je sais pas lequel est le plus loquace des deux. Je pense que ça va être Adrien. Moi, je suis très réservé. Ouais. Ok. Bon. Donc, je vais te laisser te présenter, du coup, Clément, et prendre le pas. Ok. Alors moi, c'est Clément, UDEC, issu d'une école d'ingénieur du fin fond de la Bretagne, que j'ai arrêté à 1 mois de la fin, donc j'ai pas de diplôme ni rien. Lancé une première boîte en France dans le conseil patrimonial, qui m'a fait comprendre l'importance de l'entrepreneuriat et de l'indépendance financière. Suite à ça, j'ai arrêté mon CDI. Je me suis expatrié en Estonie, lancé mon premier business en ligne, création de contenu, fait mon premier million en cash dans ma chambre. Et puis on est revenu en France justement pour s'associer avec Adrien sur divers projets plus long terme. Ça veut dire quoi, faire son premier million, et c'est quoi la création de contenu ? Tu peux expliquer ? Création de contenu, c'est que j'étais le premier Français à attaquer TikTok en parlant d'autre chose que de danse. Il faut savoir que quand je suis arrivé sur TikTok, c'était une appli de danse, c'était Musical.ly à l'époque. Ouais. Il n'y avait rien, il y avait tout à faire. Je me suis vraiment dit, ok, aux US, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a toutes les professions sur cette application. En France, c'est une application de danse. Et j'ai vraiment choisi mon domaine en me disant, ok, qu'est-ce que je vais target ? Je me suis vite fait orienter vers 2-3 trucs avant de comprendre que c'était vraiment le domaine du financier qui allait potentiellement rapporter le plus. Et donc, j'ai commencé à me spécialiser là-dedans, surtout que c'était en adéquation avec mon business de conseil patrimonial. Donc, j'ai attaqué ça et je suis passé de 0 à 260 000 abonnés très, très vite. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté parce que je me concentre sur autre chose. Mais création de contenu, c'était ça, associé à des vidéos YouTube plus longues qui ont fait que, mine de rien, je me suis fait une petite communauté il y a de ça 5 ans qui m'a bien servi. Comment tu peux monétiser ça ? Justement, c'est passé par... alors, j'ai fait de la vente de formation, mais très tard, au moment où j'ai arrêté. Donc, c'était pas là-dessus. C'était surtout les 2 aspects de type sponsor et affiliation. Il faut savoir que j'avais plutôt bien visé juste parce que les sponsors, c'était à l'époque, donc je peux dire les chiffres, j'ai été payé parfois pour une vidéo de 30 secondes qui me prenait 15 minutes à faire, des 10-15 000 euros, quoi. Donc c'est vrai que ça montait très très vite. C'était une audience plutôt généraliste ? C'était une audience assez jeune, mais mine de rien assez qualifiée.
Ok. Et c'est vrai que les marques, ça leur plaisait parce que la vidéo pouvait faire 4 millions de vues. Et eux, derrière, c'est pas 10 000 qu'ils faisaient. Hein. C'était du 100 000, 200 000, 300 000. Donc, j'avais énormément de demandes. Ouais. Ok. Ouais, c'était ça à l'époque. C'était quelle année Ouais. ça? Tout début de TikTok. Hein. Je me souviens plus, ça devait être du 2019. Ok. C'était à 4-5 ans. Ouais. Ouais. Ok. T'avais quel âge à ce moment-là? Tu n'avais pas donné ton âge, je pense. Hein. Non, actuellement, j'ai 25 ans. Ok. Je devais être 20 ans, 19, 20 ans. Ouais, je devais être encore en école d'ingé. Je devais avoir la vingtaine, ouais, tout Ok. juste. Ouais. Donc Estonie. À l'époque, c'était en Estonie. Qu'est-ce qui t'a amené en Estonie? Ouais, justement, en fait, je voulais m'expatrier puisque j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent rentré et je voulais changer d'air. Il faut savoir que moi, toute ma famille, depuis le tout début, je pense qu'ils sont tous dans la même ville du fin fond de la Bretagne. Ouais. Je suis le premier à être parti de la Bretagne. Et tant qu'à faire, j'hésitais à partir entre l'Asie, entre Dubaï, entre l'Europe de l'Est. Ok. Et après un rapide voyage en Estonie, justement, un Airbnb pour visiter, je suis jamais reparti. J'ai prolongé mon Airbnb, j'ai trouvé un appartement, j'ai pris un penthouse qui avait une sacrée vue mer. Et je suis resté là-bas pendant. Je l'ai encore toujours cet appart d'ailleurs. Je suis en train de déménager. Ok. Voilà. Qu'est-ce que t'en fais là de l'appart? Airbnb. Airbnb? Ouais. Ok. Airbnb. Donc là, tu reviens en France quand? C'est justement, c'est en discussion. Je suis en train de chercher où vivre. Ok. Parce qu'actuellement, je suis en Airbnb à Toulouse Ok. depuis pas mal de temps. Mais je pense rester à Toulouse 1 an max. Donc peut-être que ça va rester comme ça, mine de rien. Ok. Bon, on reviendra après sur ton parcours, ce qui t'a fait revenir et tout ça. On va laisser la parole à Adrien, si tu veux te Bonjour. présenter. Ouais, Adrien Orlov, du coup, 21 ans. Moi, j'ai arrêté l'école à peu près à mes 16 ans parce que je détestais ça. J'étais en STMG, j'écoutais rien à l'école et je voulais juste gagner de l'argent. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est regarder des petites vidéos YouTube et je suis tombé sur le SMMA, donc les agences marketing, donc faire de la pub pour des business et prendre une commission. Et du coup, basiquement, j'ai commencé à me mettre dans tous les groupes Facebook et prendre de l'info et j'ai rencontré un ami qui m'a tout appris. Et du coup, derrière, j'ai arrêté l'école, je suis parti en Suisse pour qu'il m'apprenne, donc chez lui, etc. Et j'ai commencé à gagner 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, je rapportais beaucoup plus d'argent aux entreprises e-commerce sur lesquelles je faisais de la pub. Moi, ça marchait pas trop, j'avais du mal à signer des clients parce que j'étais jeune aussi. Du coup, je me suis dit, je vais faire du dropshipping. J'ai commencé le dropshipping. À 17 ans, j'ai fait mon premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires, pas de bénéfices. Et derrière, j'ai commencé à regarder la crypto, à réinvestir, à faire des NFT un petit peu, tout ça quand c'était la hype. Et à 18 ans, je suis parti vivre en Estonie, du coup, parce que j'ai rencontré Clément. Ok. Et Tu t'es rencontré là-bas, d'accord. c'est ça. Et après, j'ai fait tout ce qui est crypto, investissement sur les bots. J'ai multiplié un peu mes sous. Et ensuite, on s'est lancé du coup dans notre boîte actuelle dans l'automobile, tout simplement. On va le parcours rapidement. Avant de partir en Estonie, vous dites voilà, je fais mon premier million, je fais ci, etc. Vous le faisiez comment? En nom propre, en société? Comment vous Société étiez estonienne. structuré? Société estonienne. Il faut savoir Ok. qu'en Estonie, c'est très facile de créer une boîte. C'est fou par rapport à la France, mais en Estonie, concrètement, en 5 jours, tu peux être complètement set-up, dans le sens où tu arrives, il te faut un bail, donc un appart, que ce soit location ou même l'acheter. Dès que tu as ce bail, tu peux avoir ta carte d'identité estonienne, d'ailleurs qui est pucée, tu te connectes à ton application. C'est un pays très très tech. Hein. Ouais. Faut le savoir, c'est vraiment, ils sont à fond dans la blockchain et tout. Tu te connectes à ta sécu, à ta banque, où tu votes avec ta carte d'identité. C'est assez. Après, c'est un plus petit pays, c'est pour ça que c'est plus facile à mettre en place. Mais concrètement, à partir de ça, on peut créer sa boîte. Ok. Je me rappelle, j'avais appelé mon comptable estonien pour lui demander pour qu'on crée la boîte ensemble, qu'on fasse les statuts et tout. Et il m'a répondu en russe, mais qu'est-ce que tu racontes? Va sur le site, ça te prend 1 minute, crée ta boîte. Il n'y a pas d'objet social en fait. Une boîte en Estonie, tout le monde a une boîte en Estonie. Ça coûte 192 €. Tu crées ta boîte. Et tu fais ce que tu veux. Et tu fais ce que tu veux avec. Il n'y a rien qui t'empêche. Encore une fois, nouvelle anecdote, je voulais investir en limo avec ma boîte. Donc je lui ai demandé comment on se structure. Il m'a dit, mais on ne se structure pas en fait. Ah, ok. Achète ton IMO. Ouais. À l'époque, j'avais des rentrées d'argent justement de ces sponsors, de ces affiliations. J'avais de la crypto dans la boîte, encore une fois. Hein. Et justement, il me disait, ouais, si tu vas acheter l'appart, achète-le avec la boîte. J'avais l'Airbnb qui est rentré aussi. Il y a pas de... Après, il y a 0 impôt.
0% de fiscalité sur l'IS. Il n'y a pas d'IS. Donc forcément, le fisc n'est pas ce qu'il est quoi, comme en France. Puisque forcément, ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont rien à ajuster. Quoi. Okay. Mais il y a quand même des contrôles, donc bon, c'est pas non plus... Il y a une imposition quand même après, à titre personnel ou pas? Il y a une imposition à 20% sur tout ce qui est dividendes, revenus du travail. En fait, c'est très simple. C'est la même imposition, TVA, quel que soit le type de revenu. Ouais, TVA, dividendes, salaire, c'est 20%. Ok. Après, salaire, il y a quand même des cotisations. Il y a quand même la sécu, il y a quand même la retraite, il y a quand même tout ça. On paye quand même des charges sur les salaires. Mais globalement, le pays, les règles sont extrêmement simples. 20% pour tout terminé. Quoi. En perso, ce qui est intéressant, c'est que les boîtes, tu peux faire ce que tu veux avec ta boîte. Ouais. Et là, tu as 0% d'IS. Okay. L'Estonie est très... tant que vous réinvestissez, etc., aucun problème. Mais justement, pourquoi ce pays commence à me déplaire, c'est que là, ils ont commencé à augmenter la fiscalité. J'avais vu ça passer, je crois que la TVA est passée de 20 à 22. Ouais. Et ils ont commencé à dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place de l'IS. Donc les gens, ils ne savaient même pas ce que c'était que l'IS, vu que c'est à 0%. Nous, on dit IS 0%, mais eux, ils ne savent même pas ce que c'est que l'impôt société. Ils ont dit, ouais, on va mettre à 2%. Ok. Juste pour financer au cas où il y a une guerre. Bon, on sait comment ça marche. Généralement, quand ça commence comme ça, ça va jamais s'enlever. Et ils ont augmenté aussi un autre truc à 2%. Enfin, ils commencent à faire des trucs. Quoi. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est un bloqueur pour toi, la fiscalité? Moi, j'aime pas quand ça va dans ce sens-là. Ouais. Okay. Parce que là, t'es revenu en France. Donc, Oui, non, mais j'étais revenu en France avant qu'ils commencent à parler de ça. Mais j'aime pas quand ça va dans ce sens-là. Quoi. C'était... Avant, justement, la politique, c'était plutôt à l'inverse. Ouais. Et là, justement, je sais pas, ils se la jouent pays développé ou je sais pas quoi, mais... Mais ouais. Bon, si ça suit derrière et que tu as toutes les prestations après qui vont avec, ça peut avoir du sens aussi, tu vois. Le pays, franchement, était très très bien niveau... En fait, il faut savoir que c'est un pays qui n'a pas de criminalité. C'est vraiment... ça n'existe pas. Il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Tu peux laisser ton tel dans la rue. Comme à Dubaï, en fait. Ok. C'est assez connu à Dubaï, c'est pareil en Estonie. Tu peux laisser ton tel dans la rue, il sera toujours là demain. Okay. C'est assez fou. Ah ouais. C'est un pays où il n'y a pas d'immigration. Quand tu dis il n'y a pas d'immigration, ça veut dire que c'est compliqué d'avoir un visa permanent? Non, je pense que tout le monde s'en fout. Je pense que personne ne va là-bas, c'est tout. Okay, ouais, il n'y a pas d'immigration. Les seules immigrations qu'il y a, c'est justement les gens qui viennent pour la fiscalité. Okay. Il y avait une tour qui est la plus haute tour de tous les pays de l'Est, qui était connue comme la tour du scam, avec tous les Français qui étaient dans la même tour pour faire leur mauvaise histoire. Leur business, quoi. Ouais. Okay. Bon, ça, c'était avant. Et toi, Adrien, avant de partir là-bas, tu faisais du business ici. Donc, comment on se structure quand on est comme ça, mineur, et qu'on fait du biz? Ouais, à 16 ans. Ouais. Les premières centaines d'euros, elles rentrent comme ça, un peu en tac-tac, parce qu'on ne sait pas comment faire une société, c'est un peu compliqué au début. Et ensuite... concrètement, mes parents ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, faut qu'on fasse un truc carré quand même parce qu'on va avoir des soucis. Donc ce qu'on a fait, de tête, on allait voir un comptable et on lui a demandé et il voulait me faire sortir du foyer familial avec une lettre ou je sais pas comment ça se passe, faut passer devant un juge je crois, mais ça me paraissait, c'était trop chiant et trop compliqué. Du coup, mon père a créé la première boîte et du coup c'était une petite agence de marketing et du coup j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros, ce que je disais. Et en fait, quand je suis passé au e-commerce, au début, j'ai commencé l'activité sur le côté. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai pris un coaching, donc j'avais pas mal de bonnes infos. Et ce qui s'est passé, c'est que premier mois, j'avais fait 100K. Et le problème, c'est que l'objet social n'était pas bon. Donc là, on a dû aller voir le comptable à fond en urgence, tu vois, pour faire une deuxième boîte avec le bon objet social et tout. Et truc intéressant, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert un truc qu'on parle pas beaucoup, c'est les sociétés en base de TVA. Je sais pas si tu connais. Non. C'est des sociétés, quand tu mets ça dans les statuts, je ne sais pas comment l'activer exactement, mais tous les comptables savent le faire, t'économises les premiers 100K de TVA. Donc en fait, sur les premiers 100K de chiffre d'affaires, tu ne payes pas de TVA. Mais il me semble que, alors c'est peut-être 100K, mais il me semble que maintenant c'est plutôt 30. Ah ouais, ça descend. Il me semble que c'est jusqu'à 30K, t'es exo de TVA, t'es un franchise de TVA. Non, moi c'était 95. À vérifier, mais voilà. Donc t'économises 20 000 balles en fait, c'était sympa. Ouais. Mais du coup, j'ai créé des sociétés au nom de mon père, et après, dès que j'avais 18 ans, j'ai créé ma boîte moi-même, quoi. Ok. Tout simplement. Ça marche. Du coup, tu nous as parlé un peu de business, marketing, etc. Toi, Clément, plutôt donc, du coup, au départ, réseaux sociaux, création de contenu. Ouais. Depuis, c'est quoi votre parcours en matière de business? Alors concrètement, justement, on s'est rencontrés via les réseaux. Et c'était à l'époque où, il me semble que c'était à l'époque où il y a eu le premier crash sur les marchés crypto, les robots trading, ça s'est arrêté aussi. C'était à ce moment-là. Et on a voulu s'associer pour lancer des business long terme.
Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était des one-shots. Voilà, que ce soit. Vous surfiez sur un truc, Ouais, vous en ça. profitiez. Ce qui est une très bonne chose. Je pense que pour commencer, c'est une très très bonne chose. De choper les vagues. En ce moment, par exemple, il y a la crypto. Pour moi, voilà, pour faire ses premiers sous, faut surfer les vagues. Mais après, c'est quand même sympa d'avoir des boîtes où tu sais que dans 10 ans, elle sera toujours là et qu'elle va continuer de te rapporter dans 10 ans, dans 15 ans. Et que tu peux valoriser et revendre, éventuellement. Ouais, ça, c'est encore mieux. Parce que forcément, tout ce qui est création de contenu, les boîtes en Estonie qui n'ont pas d'objets social, qui font tout et n'importe quoi, voilà. Bon, C'est pas valorisable. C'est compliqué d'expliquer aux futurs acheteurs. Ouais. Donc, on s'associe là-dessus, Ok. sur une boîte physique dans l'automobile, avec un premier lancement à Toulouse. Ouais. Pourquoi Toulouse? Voilà, Moi, j'habitais là de base, du Ok. coup, je connaissais mieux la ville. Ouais. Donc, c'est grosse ville, du coup, je pense pour faire du business physique, Ouais. c'est toujours mieux. Moi, je m'en suis rendu compte ça assez rapidement. Plus la ville est petite, plus trouver des clients c'est compliqué quand on fait de la publicité. Parce que toute l'idée du business, pour t'expliquer rapidement pourquoi on s'est mis sur des business physiques, c'est parce que aujourd'hui, en fait, quand tu fais de l'e-commerce, tout le monde sait faire de la pub, tu vois. Et tout le monde a une bonne agence marketing. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans la plupart des business physiques, c'était toujours géré par des anciens, donc des mecs entre 40 et 60 ans. Et en fait, ils savaient pas faire de la publicité, ils en faisaient même pas, ils étaient limite contre. Et en fait, leur seul moyen marketing, c'est par exemple les agences IMO, elles mettent des trucs dans ta boîte aux lettres, Flyers, je comprends. tous les trucs à l'ancienne. Et en fait, il n'y en a aucun qui faisait justement de la pub. Et moi, je me rendais compte quand je faisais du SMMA et que j'allais voir toutes les boîtes, il n'y en a aucune qui faisait de la pub. Et moi, je leur apportais énormément de résultats hyper facilement. Donc, on s'est dit, on va se lancer dans ce business-là parce que, en fait, il n'y a que des boomers et derrière, personne ne fait de la pub. Donc, si on est les seuls, on a un avantage, mais qui est énorme. Alors que dans tous les business en ligne, tout le monde est fort en publicité, donc c'est compliqué de se démarquer. je pense que c'est très très sous-coté les business physiques. C'est extrêmement sous-coté parce que quand tu es en ligne, tu fais du dropshipping, tu fais de l'e-commerce, tu te bats contre tous les mecs qui sont formés par Yomi Denzel, qui font une formation, ils lâchent 700 €, ils sont formés à Facebook Ads, etc. Tu te bats contre que des mecs qui sont vraiment formés au marketing, quoi. Tu te lances dans n'importe quel business physique, tu te bats contre Jean-Michel qui parie que sur son enseigne Capignon sur rue, mais qui se plaint parce que justement les temps ont changé, que maintenant, voilà. En fait, nous, on aurait pu lancer dans n'importe quelle industrie. Dans le physique, tu peux à peu près éclater ton concurrent mois 1 assez facilement. Alors là, le point que vous avez identifié, c'est justement les lacunes en matière de communication plutôt digitale, pour le coup. Pas, parce que, en l'occurrence, je pense que la communication locale, c'est un point fort du commerçant physique qui a pignon sur rue, etc., qui est là depuis longtemps. Mais vous voulez disrupter le truc avec de la communication digitale, et je pense que c'est assez smart pour le coup, parce qu'effectivement, c'est un constat qu'on peut faire. Moi, pour la petite anecdote, j'ai commencé ma carrière pro dans l'e-commerce en 2008. Okay. Donc, je ne sais pas quel âge vous aviez en 2008 Ouais. 2008. Ok. Ah, au début. C'est vrai que ça devait être. T'as lancé Alors, moi j'ai toujours bossé dans l'e-commerce en fait, bien avant que Yomi Denzel, à mon avis, sorte de chez ses parents. Donc, si tu veux, j'ai vraiment vu l'évolution du e-commerce. Et à partir du moment où de toute façon il y a trop de monde sur un marché, c'est fini. Parce que le marché, déjà, c'est un peu comme sur le marché financier, etc. À partir du moment où tout le monde achète, toi, c'est quand tu dois vendre. Ouais. Là, c'est exactement pareil dans le business e-commerce. À l'époque, déjà, sur le SEO, l'algorithme de Google, tu pouvais le tordre, mais vraiment en deux. Franchement, on n'était pas beaucoup à faire du SEO. On faisait des concours de SEO à l'époque, etc. Donc, on était hardcore sur le sujet. On pouvait vraiment tordre l'algo. Aujourd'hui, franchement, c'est assez compliqué sur le SEO, ou en tout cas, c'est difficile d'être pérenne dans le temps quand tu fais ça. Et si tu veux, la concurrence était quand même bien moindre. Le dropshipping, ça existait, mais pas à la manière industrialisée, parce qu'il n'y avait pas autant de contact avec la Chine qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, et la facilité surtout d'expédition. On ne connaissait même pas AliExpress à l'époque. Ouais. Les gens ne connaissaient pas AliExpress. Rien que ça, c'était la grosse différence. C'est que je me rappelle, même en 2010, 2011, 2012, 2013, les gens ne connaissaient pas AliExpress. Je crois que c'était même pas AliExpress, c'était truc in the box là. In the box, je sais pas quoi, il y avait un site. Light in the box. Ouais. C'était plus connu qu'AliExpress à l'époque. Ouais, AliExpress, ça arrivait très tard. D'ailleurs, c'était Alibaba avant d'être AliExpress. D'abord, le site, etc. Et ça arrivait très tard. Mais pour avoir eu donc déjà pour avoir bossé dans des grosses boîtes e-commerce, et pour avoir eu moi aussi plusieurs sites e-commerce, tu vois, que j'ai craché, que j'ai lancé, que j'ai arrêté, que j'ai revendu, etc. Donc j'ai plusieurs activités là-dessus. J'ai vraiment vu la mutation du truc, vraiment. Et j'ai eu notamment un business dans le monde du vélo, où du coup, j'ai vraiment trouvé du sens à développer un business physique à côté,
Parce que déjà, dans le monde du vélo, tu as quand même besoin de faire réparer ton vélo, tu as quand même besoin de changer une chaîne, ça c'est difficile à faire en ligne, tu vois. Puis tu as envie d'essayer aussi des fois. Donc il y avait, tu vois, une vraie... et tu le vois aujourd'hui, les pure players revendent souvent à des retailers, alors qu'avant, les retailers se faisaient bouffer par les pure players, e-commerce, et maintenant, il y a du sens à ce que vraiment les deux cohabitent. Donc faites-vous ce que vous êtes en train de faire, si je comprends bien, c'est-à-dire utiliser on va dire la génération de trafic en ligne et la génération de business en ligne pour l'exécuter en physique. C'est C'est ça. ça. Ouais. Ok. Je pense que ça a effectivement du sens aujourd'hui dans une omnicanalité du business en fait, où l'un ne peut pas exister sans l'autre, quoi. Et moi, surtout, dans le e-commerce, j'avais ce feeling à la fin. Moi, j'ai dû arrêter vers le début du Covid, ou milieu Covid. Et j'avais cette impression où moi, je sortais toujours des méthodes ultra smart pour aller concurrencer mon marché. Et j'ai l'impression que tous les mecs face à moi, ils étaient tous smart, ils avaient tous des méthodes de fou. Ouais. Ils se fumaient tous le cerveau. Ouais. Et il y avait tout le temps des trucs insupportables en dropshipping. Moi, je me faisais tout le temps sauter mon site. Donc les mecs, en fait, ils reportent des DMCA et ton site, il saute. Ouais. Et toi, tu le fais aux autres, du coup, pour te venger. En fait, ça fait une guerre infinie. Ouais. Et par C'est exemple, un peu le cas sur les profils de réseaux sociaux aussi maintenant. Ah ouais? Bah ouais. Les pages Insta, ça devient bancal aussi. Ah ouais, ça saute? Bah ça peut, ouais. Ah, je sais pas. Il y a un super podcast d'ailleurs qui est sorti, un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, qui met justement, dans le dernier épisode de Silicon Carnet, met en évidence justement le fait qu'il y a des boîtes qui ont des mecs chez Facebook, par exemple, enfin chez Meta, qui du coup se font payer pour remettre... Pour faire sauter le compte. Ouais, pour faire sauter le compte et le remettre en place après. Ouais. Donc tu vois, donne-moi 15 000 en cash, et je t'envoie un coursier, donne-moi 15 000 en cash, je te remets ton compte à flot, tu vois. Et en fait, si tu payes pas, de toute façon, ils ont la main dessus, etc. Ouais. Donc en fait, il y a de la corruption au sein de Meta et du business qui se crée autour de ça, tu vois. Donc en fait, tout est de toute façon sur la sellette à chaque fois, tu Ouais. vois. Mais effectivement, le business physique, pour le coup, c'est concret, c'est là, il y a un emplacement. Après, par contre, comment vous gérez le fait que avec l'e-commerce, tu peux taper vraiment très très large, pour le coup, et sur un business physique, tu es obligé de dupliquer beaucoup de business physique pour toucher, enfin surtout là dans l'automobile, c'est du pare-brise que vous faites. On fait tout ce qui est réparation légère, Ouais. un peu de pare-brise et un peu de vide teinté. Ouais. Donc forcément, tu fais pas 2 heures de route pour faire ça. Ouais. Donc tu as besoin de multiplier quand même les points de vente. C'est ça. Si tu veux vraiment scaler le truc. Ouais. Mais c'est ce ça. qu'on fait du coup, parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas de hack magique. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est essayer de faire une offre ou des prix tellement concurrentiels que les gens sont prêts à faire de la route. Mais après, tu vas pas toucher une bonne clientèle, tu vas toucher les gens qui essaient d'économiser le maximum possible. Et en général, dans n'importe quel business, quand tu veux toucher cette clientèle-là, c'est pas le top du top, même pour... Enfin, ça fait toujours des problèmes, ça prend la tête. Et parce que c'est des clients qui sont chiants en général, hein, les gens qui veulent économiser. Donc nous, on n'a pas pris cette stratégie-là. On préfère avoir des prix plus chers, mais du coup, on a préféré ouvrir un peu partout. Du coup, actuellement, on en a 7. Ok. Donc on s'est pas mal développé en 2 ans. Là, le siège est à Toulouse. C'est ça. Vous avez le premier pilote qui était fait à Toulouse, c'est ça? Ouais. En quelle année? 2020... Fin 2022. 22. Ouais, en décembre 2022, on a lancé l'activité. Ça, vous avez racheté un truc? Ou Non, ça on existe? a partie créé. zéro, ouais. Vous avez trouvé un local, c'est Ouais. ça? Très très dur à trouver le premier local. Ouais. Une ancienne église. Ah ouais? C'est- ouais. En fait, Une on- église de gospel. Ah, Ok. faut savoir que dans les, je pense que c'est pareil dans toutes les grosses villes. Dans le top 10 des villes françaises, je pense que c'est un enfer pour trouver un local pour faire de toute activité qui demande 200 mètres carrés. Je pense que c'est un enfer. Le marché, c'est n'importe quoi. Impossible à trouver. On regarde du côté de Lyon, du côté de Bordeaux, c'est pareil, c'est un enfer. En plus, nous, vu qu'il y a des voitures qui rentrent, il nous faut une porte sectionnelle. Là, on est parti en local où il y avait absolument rien. On est rentré, c'était une vieille... On l'a même pas considéré, hein, tellement c'était un dépotoir. Il y avait rien. Il y avait du placo sur une vitrine, ça n'avait aucun sens. La porte sectionnelle, elle était plus ouvrable parce le propriétaire avait mis un étage qui venait bloquer la porte sectionnelle. Donc on est revenu vers celui-là. On l'a considéré et on a dit bon bah. Alors quand on l'a pris, on savait pas que c'était possible de faire les travaux, hein, parce Ah que ouais. ouais, il y avait un autre voisin au-dessus impliqué quoi. Ok. Ah ouais. Et on a fait vas-y, c'est bon, ça fait 5 mois qu'on cherche. On le prend, on envoie les travaux et on verra bien. Ça vous a pris combien de temps le projet? 5 mois pour trouver le local à peu près, 4-5 mois. Ok. Très très long quand tu as Ouais. envie d'avancer et que tu peux pas parce Ouais. qu'il te manque le local. Ouais, surtout qu'à votre âge, on doit être assez impatient. Et t'as Ouais. pas ça. Hein, Très 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 en impatient. ligne, Ouais. t'as pas ça. Hein. Ouais, ouais. En ligne, tu veux faire un truc, tu le fais dans Oui, ton dans time to 20 market, minutes, hein. il est vraiment très court. Ouais. Hein. Pour le Là, coup, là. dans le physique, tout le monde est lent. Hmm. Les agents IMO, machin, tout le monde a le temps. Ouais. Ah, ça, Ah, ça, ouais. c'est le Ouais, premier L'IMO choc, hein. en soi, c'est très long. Hein. Ça t'en prend à être patient de manière générale. Ouais, bah voilà, c'est comme Ouais. l'IMO. Quand tu Ouais. viens de la crypto et que tu veux faire de l'IMO, je pense que c'est pareil. Ouais. Tout est lent. Ouais. C'est un truc de fou. Les gens, ils ont trop le temps. Ouais. Voilà. Non mais du coup on... Donc 5 mois pour trouver. Ouais, Travaux. on lance les travaux et on savait pas si la porte allait pouvoir s'ouvrir aussi, Ouais. gros problème.
On Et, l'a scié, ouais, je me rappelle. Ah ouais. et au final, ça l'a fait. Et du coup, ouais, au bout de 3 mois de travaux, on lance. Ok, 3 mois, Et, ça va, c'est pas. Après excessif c'est pour le coup, travaux. c'était mine de rien, c'était que du placo et du faux parquet dans Ok. un espace d'accueil et repeindre la driveway là pour les voitures et puis il y avait rien de fou. Ouais, donc c'est après. vrai qu'il y a, ouais, c'est pas comme l'habitation où t'as la Non. salle de bain, les machins, le Non, carrelage, non, c'est tu vois, bon. Ouais. c'est beaucoup Ouais. plus simple que ça. Ouais. Ça prend pas longtemps à faire, mais très très compliqué de trouver un local. Hein. Ouais. Très très compliqué. Travaux, après vous mettez en. Du coup, ça y est, On lance, donc c'est ouais, prêt. on prend les premiers Ouais. salariés. Ok, Première fois qu'on gérait des salariés, ouais. franchement, ça faisait une big step dans la Ouais. tête. Mais du coup, ça c'est pas. Au début, en fait, si je peux faire un retour sur les salariés en général, Ouais. comment ça se passe quand tu vas en prendre et que t'en as jamais pris. En fait, Surtout plus- à votre âge, parce que, Ouais. enfin, à ton âge, toi, t'as 21 Ouais, ans. 21 Je sais ans. pas si tu l'as dit tout à l'heure, Ouais, mais je l'ai dit. ouais. Donc voilà, à ton âge, c'est pas évident aussi, je C'est pense. ça. Sachant que Trouver ta c'était il y a 2 ans en plus. Hein. Ouais, donc ça faut le t'avais savoir. 19 19, ans, ouais. trouver ta légitimité, C'est ça. pas être dans le syndrome de l'imposteur, avoir, tu vois, trouver ta place, quoi. Ouais, moi j'étais un geek de base. Hein. J'étais le mec qui était resté dans sa chambre de ses Ouais. 16 à 19 ans Ouais. pour faire de l'argent. Ouais. Et j'avais juste gagné de l'argent, mais j'avais aucun skills du monde réel en fait. Ouais. Je savais Ouais. pas bien parler, je savais pas toutes les choses basiques que tu as T'avais besoin. pas les codes. Ouais, c'est ça. Du coup, compliqué. Alors, moi, mon retour principal, en une phrase, c'est que plus ta boîte est petite, plus c'est compliqué, plus elle grossit, plus c'est facile parce que plus tu structures, moins les gens, il y a des chances qu'ils te prennent pas au sérieux, qui te niquent en général, hein, ça peut arriver aussi. Sinon, on a eu pas mal des soucis comme ça, on va en parler, mais des gros soucis. Mais plus la boîte est petite, plus c'est compliqué en fait. Parce que quand un salarié rentre et qu'à l'entretien, il y a une RH, un manager, le patron, le DG, ben en fait, direct, on le met dans un frame, tu vois, où le mec, il se dit, ouais, c'est carré, je peux pas déconner, sinon je saute en fait. Mais quand tu arrives et que c'est le patron, il est tout seul et qui te fait l'entretien et que tu es son seul salarié, ben, le mec, il se dit, tu vois, je peux me barrer, je m'en fous, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait une énorme différence sur le frame du début, on va Notre dire. premier salarié, il avait très bien compris ça. Que Ah bah, ouais. en fait, si jamais il se barrait, la boîte, elle s'arrêtait. Il vous tenait. Ouais. Il l'avait très très bien compris. Ah ouais. Alors, petite Les anecdote. premiers Petite problèmes. anecdote. Les premiers problèmes. Non, vas-y, je te laisse raconter ça Non, en brièvement. fait, on a eu notre premier salarié, du coup, nous, on faisait les secrétaires au début pour connaître tout le business parce que nous, on voulait pas la partie technique, on s'en foutait de savoir poser des vides teintées, des trucs comme ça. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'était comment faire des factures, comment voir avec les assurances, Ramener du vraiment client. toute la Ouais, paperasse, tu vois. ouais. Appeler les clients aussi, faire la prospection, donc sur les leads entrants. Et du coup, nous, on était focus sur ça. Et lui, en fait, bah, il faisait un petit peu n'importe quoi parce qu'on n'était pas avec lui. Donc déjà, il faisait mal le taf. Souvent, il travaillait pas. Et du coup, au bout de, je crois, 2 mois d'activité, c'est un truc comme ça. Un jour, comment ça s'est passé? Comment on l'a découvert? Comment on l'a découvert? Je crois qu'on avait des soupçons à la base. Mais un jour, on arrive, parce qu'on reçoit des livraisons de matériel technique, de pare-brise, de films. Et un jour, tout était explosé. Vraiment, tout était cassé. Tout ce qui était cassable ça, en ouais. livraison. Tu vois, par exemple, les films, ils s'étaient pas niqués, mais genre les pare-brises, ils s'étaient cassés, les vitres, elles s'étaient cassées, tout ce qui était cassable, c'était cassé. Ouais. Et Ça arrive, ça. C'est courant. C'est du s'il y a verre, de quoi. la casse. Ouais, dans le c'est- transport, on on paye sait une- tous quoi. Ouais. On paye une assurance. Ouais. Ça arrive. C'est OK. Mais là, tout, c'était jamais arrivé. C'était il y en très avait genre bizarre. 12 vitres, Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. c'était une grosse Ouais. journée de chiffre d'affaires. Donc bizarre. Donc nous, on est au bout. Hein, vraiment, tout est client, faut tous les appeler, tout est décalé. Et ton salarié, en plus, lui, il se plaint. Il se plaint qu'il peut pas travailler, quoi. Il se plaint toute la journée, il râle. Ouais, j'ai rien à faire, Vraiment, je me il fais chier. il tu sais. fait, ouais, mais en même temps, il y a une soirée de 9h à 18h, du coup, il avait. ouais. il Pas était de juste matériel, là. on ne peut pas. Ouais. Juste là. Et du Rien coup, à faire. ouais, j'appelle un ami qui en a aussi des mêmes centres que nous, qui fait à peu près la même activité. Et il me dit, ouais, tout cassé quand même, ça me paraît bizarre et tout. J'ai jamais vu ça, check tes caméras, tu vois. Et là, on check les cams. Ah, et, vous aviez des caméras ouais, à on avait l'intérieur, des etc. caméras. Ouais, toujours. Et le salarié, en fait, on avait une fausse caméra à l'extérieur qu'on a installée une fois à côté du salarié. Et il pensait que du coup, toutes elles étaient fausses. Ouais. Ouais. Et en fait, il y avait que celle de dehors qui était fausse à l'époque. Et du coup, on regarde les caméras et en fait, on voit, il prend un marteau et il explose Non. tout. Il y avait une journée de chiffre d'affaires, donc plus de plusieurs milliers d'euros, quoi. Ouais. Nous, c'était les premiers mois. Et je m'en rappelle, on a eu un coup au cœur.
Ouais. On se Le dit, sang T'as qui se l'impression glace, qu'il te tape sur ta tête en fait. Mais oui, T'as oui, l'impression parce que que c'est toi c'est- qui l'agresse. il tape sur ton argent, quoi. Bah, Donc, ouais. Et surtout, Ouais. ça Puis, fait- non, mais, enfin, et tes clients et non, tout. mais clairement, il te chie sur la gueule aussi. Enfin, tu Ouais. vois ce que je veux dire, c'est qu'il a, il a zéro respect. Et derrière, toute la journée, il se plaint. Ouais. C'était ça le Ouais, plus ouais. fou. Et Et les- surtout qu'en plus, ça faisait 2 mois qu'on travaillait tous les jours avec lui. Ouais. Toute la journée de 9h à 18h, on était là à côté de lui, il nous parlait et tout. Et on se dit, putain, il nous baisse depuis 2 mois, quoi. Donc, ça pique. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit pas. Ouais. Et en fait, on attend une semaine parce qu'on savait pas comment licencier quelqu'un aussi. On n'avait Ouais. aucun knowledge, Eh oui, sur oui, rien. oui. On Donc, savait que c'était compliqué en France. Ouais. On avait eu les échos comme Ouais, quoi. juste les Bon, échos. après, tu là, peux pas pour le coup, licencier t'as comme ça. quand même un bon motif. Mais Ouais. bon. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une avocate en consultation 100 balles juste Ouais, pour un call. Elle nous dit quoi faire 100 exactement. balles, elle est pas chère. Non, pas très cher. Ouais. Pas C'était très cher. c'était, ouais, une C'était un consultation truc, 40 000. téléphonique, quoi. Elle nous dit faute grave, pas faute lourde, parce que faute lourde, ça peut être chiant. Elle nous dit mise à pied. Donc, mise à pied. Après, vous faites le licenciement, elle nous explique le process, qu'il faut remettre la lettre, il faut attendre l'entretien de licenciement, etc. Enfin, tout le process pour licencier quelqu'un. Et du coup, on attend la semaine, le temps d'avoir toutes les infos. Et du coup, pendant la semaine, nous, on fait comme si de rien n'était et on regarde tout le temps les caméras, tu vois. Et ce qu'il a fait, c'est que toute la semaine, il a continué plein de Mais fois, non. tu vois. Et nous, On essayait de le sait garder pas. à l'œil. On essayait de le garder à l'œil pour pas qu'il nous casse du chiffre d'affaires pour les clients. Ouais. Et en fait, dès qu'on tournait la tête, dès qu'on allait aux toilettes, j'entendais PAC. Ouais, Non. on les entendait Et des là, fois. j'avais le coup Incroyable. au cœur. Je me dis, oh non, Oh, putain. oh non, la prochaine cliente. Il avait quel âge ce mec? Il avait un enfant et tout. Hein. Enfin, il a toujours d'ailleurs, il est peut-être mort, à moins que vous l'ayez enterré. Non, mais- Trentaine d'années, Ouais, trentaine trentaine d'années. d'années, ouais. Ok. Mais du coup, incroyable, hein, franchement incroyable. Et même quand on recevait des trucs, genre des caméras, des trucs qu'on avait besoin, et ben en fait, ils coupaient les fils, tu vois. Genre vraiment cassé au maximum. Je me rappelle, c'était ouf. Putain. Donc on était. C'était chaque fois, c'était un petit problème différent. Ouais. C'était très créatif la casse. Ouais. Et qui c'est que vous avez fait le contrat de travail au départ? C'est vous C'est aussi, nous, ouais. on a tapé, on a pris sur internet, je pense. Ouais. Internet, il n'y avait pas de Ok. chat GPT, je crois, il y a 2 ans, mais Ouais. c'était vrai. fait Ok. à la main. Ouais. Ok. Et comment vous en êtes sorti au final? Non, mais licenciement. Ouais, c'est bon, ouais. il a pas fait de vagues. Non, Pas de après là, mauvaise on lui a foi. sorti les vidéos, quoi. Donc, Ouais, là avec les vidéos, c'est Ah, impeccable. il est devenu blanc. Ah ouais. mais du coup, ouais, licenciement. Premier salarié, tu imagines l'expérience de fou quand même. Ouais. On s'est dit, c'est bon. Ah ouais, Et là, c'est là dur, vous la France. repartez dans un process de recrutement parce que du coup, horriblement si personne ne peut compliqué, exécuter le business, bah, vous faites pas de business. C'est ça. Du coup, on recrute, on n'arrive pas à trouver de bons salariés en termes de compétences, pas forcément en termes de comportement. Mais là, du coup, on était beaucoup. Nous, on avait toujours ce truc on entend souvent parler, tu sais, les patrons chiants, tu sais, qui sont sur le dos et les salariés qui se plaignent. Ouais. Nous, on s'était dit, on va être des patrons cool. Ouais. Mais après ça, tu vois, t'es 3 fois moins cool Ouais, t'as déjà, pas tu envie vois. d'être cool, en fait. Ouais. En fait, Ouais. tu comprends Ouais. pourquoi les patrons en général, ils sont Ouais. directifs et ils donnent plus des ordres que. Parce qu'en vrai, toute personne a envie d'être cool au travail, hein, avec les salariés, etc. Mais le problème, c'est quand il t'arrive une merde, 2 merdes, 3 merdes, je pense le secteur du travail en France t'oblige à être comme ça, en fait. Tu le deviens obligatoirement directement comme ça. Alors c'est vrai que bon après il y a la généralité, il y a les exceptions, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même de trouver des personnes fiables, engagées, intègres. Parce que là c'est un vrai problème d'intégrité quand même. Enfin voilà. Mais je pense on va en parler après. Par contre, la différence à ça, c'est que quand tu as des bonnes personnes, parce qu'on parle des mauvaises, Ouais. mais je pense qu'on va en parler aussi quand tu as des bonnes personnes, quand tu as ton équipe. Alors là, par contre, c'est vraiment incroyable. Je suis pleinement d'accord. Alors comment vous avez réussi à... Parce que là 2022 c'est hier, hein, c'est pas très loin, ça fait 2 ans. Ça fait Enfin, longtemps quand même. même pas, ça fait... Ouais si, ça fait 2 ans parce qu'on est Ouais. fin 2024. Du coup, ouais mais bon, tu le dis à l'échelle de la... Là, vous avez recruté fin 2022, il y a déjà tout ce process, etc. C'est long, recruter c'est long. Ouais. Là aujourd'hui j'imagine que là vous n'avez pas de souci à Toulouse. Non, aucun souci. Vous avez su recruter dans d'autres villes aussi. Comment vous gérez aussi ce recrutement un peu à distance? Parce que là vous aviez l'œil, vous disiez j'avais le dos tourné, le mec il respectait plus. Comment vous gérez à distance maintenant? Franchement, ce que je disais au début, c'est vraiment le frame, tu vois. Ouais. En fait, c'est dès que tes process sont plus carrés. En fait, pour moi, beaucoup se fait à l'entretien, tu vois. C'est-à-dire que si tu arrives avec ton entretien, il est ultra carré. Parce que nous, nos entretiens, ils étaient hyper hasardeux au début. Hein. C'était assez catastrophique. Donc, Je pense qu'ils vous prenaient pas au sérieux. ouais, Voilà. non, 100% que non. En fait, c'était On n'était pas sérieux. Hein. C'est Ouais. ça, hein. Ouais. En On fait, était jeunes et- Le Ouais. gars arrive, son entretien, c'est il est avec le président et le directeur général. Et il y a une autre employée qui est là-bas qui fait son travail, c'est tout quoi. Ouais. Et on sait pas quelles questions poser. Ouais. Tu sais, moi, avant, je cherchais un emploi en termes qu'ingénieur en informatique. J'étais le gars qui cherchait un taf. Je m'imaginais pas être à l'autre côté.
Ouais, Mais- compliqué au début de Ouais. savoir quoi poser. Enfin, ça va être personne t'apprend ça, tu vois. Oui, ça, t'as À pas ça. l'école, quoi, ouais, tu poses quelle question d'entretien, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, c'est le but des RH, quoi, au final. Mm. Mais concrètement, plus la boîte devient carrée, plus tes process deviennent carrés, plus tes questions, plus comment tu te comportes. En fait, ça va améliorer les gens, comment ils te prennent au sérieux. Enfin, c'est pareil, si tu rencontres quelqu'un de mec, tu fais le gamin, il va te prendre pour un gamin, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Et comme je le dis au début, plus la boîte grossit, plus la personne voit qu'il y a des gens, que la boîte elle est sérieuse. Parce que là, faut se dire qu'on avait ouvert il y a 1 mois, on était 2 jeunes, il y avait une chance qu'on fasse faillite dans la tête des gens, tu vois. Ouais. Et du coup, forcément, bah, il y a tous ces aspects-là qui font qu'après recruter, nous, on n'a plus du tout de problème aujourd'hui. Non, crois. aujourd'hui, aucun problème. Tu en es là, Ouais. il y a les 7 sociétés qui tournent. Vous avez combien de personnes en général sur Presque, sur un sur un sur un entre 2 et 3. entre Donc 2 et souvent 3. deux Et ça techniciens, suffit une pour la secrétaire. plage horaire parce que Ouais. vous êtes ouvert comment? On fait du 9-18 Ouais, c'est- classique. 2 et 3 qui sont formés pour accueillir les clients et pour Ouais. travailler. Ouais, ok. On a changé ce fonctionnement-là, justement. Donc oui, ça, Ok. on peut accueillir tout type de Vous êtes clients. ouvert du lundi tout au le temps. samedi? Lundi, vendredi. Lundi, vendredi. Ah, Ouais. ok, c'est pour ça que ça va. Parce que Et- dès que tu rajoutes un jour, bah, Là, c'est compliqué. T'es obligé de C'est faire de la rotation. Ouais, faut qu'il y ait d'autres gens parce que tu peux pas faire travailler les gens 6 jours par semaine. Et ouais. Ouais, Ok. en termes de salaire, je pense que en fait, ça complexifie trop le process pour 2 personnes, sachant que, enfin, pour un jour, pardon, ça complexifie beaucoup pour juste un Ouais. jour de chiffre d'affaires. Et sachant que nous, maintenant, on value pas mal notre tranquillité mentale. Ouais. Parce qu'au début, on était ouvert le samedi d'ailleurs, Oui. et on l'a fermé parce qu'en fait, on devenait fou, tu vois. 6 jours par semaine, nous, on était branchés, Ouais. et en fait, au bout d'un moment, ça tape. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que, in fine, même si tu délègues, etc., bah, tout te revient à toi au final. Même si eux, ils ont des problématiques intrinsèques à leur. Comment vous appelez ça? Garage, agence, succursale, je sais pas. Agence. Agence, ouais. agence. Bah, eux, ils ont leurs propres problèmes, mais toi, tu as les problèmes de tout le monde, en fait. Donc, même si tu les as pas tous, ceux qui te reviennent, ils te reviennent toujours à toi. C'est un peu leur problématique. Ouais, c'est sympa quand même d'être posé le Ouais. week-end et de Ouais. savoir que tu es tranquille. Ouais, Quoi. c'est bien de savoir que tu as 2 jours où tu n'auras pas de message, tu n'auras pas de message de la manager qui t'informe de tel Ouais. problème de fou qu'il faut absolument régler maintenant, sinon c'est dramatique. Ouais, tout est urgent souvent. Ouais. Ouais. Mais justement, là, normalement, on est à la dernière step où ce sera plus nous qui gérerons les choses urgentes qui remontent au patron. Comment, du coup, vous avez justement structuré ça depuis la première? Déjà, c'est quoi les chiffres de la première et qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il fallait en faire d'autres? Les chiffres de la première, je dirais qu'au début, ça devait faire du 100K Par donc, mois. par mois, Ouais, ouais, pas par TTC. Ok. Ça va Et- vite quand même. Ouais, très Ça va vite. vite. Bah, c'est le principe de la pub en général. Hein. Ouais, mais il faut pouvoir exécuter. Enfin, tu vois, Non, mais parce que après, tu peux avoir beaucoup de volume et en fait te tirer une balle dans le pied de la satisfaction client parce que tu peux pas exécuter. Après, voilà, justement, c'est quand on a des bonnes personnes qui travaillent bien, il n'y a aucun problème. Ouais. Effectivement, si t'as un gars qui commence à casser le matériel, tu peux pas délivrer. Ouais. Ton travail, Ouais. c'est t'excuser auprès de tous les clients. Voilà. Mais sinon, quand ça roule, oui, c'était fait pour accueillir tout le monde, ouais. Ok, donc chaque agence, le potentiel de chiffre, que quand vous ouvrez une agence, vous vous dites, ça va faire combien? Bah, en général, en fait, c'est assez crescendo quand même, parce qu'il faut adapter quand même avec les salariés, etc. Mais aujourd'hui, avec notre connaissance, etc., je pense qu'on peut tourner à peu près vers les 130, 140 par Ok. agence. Ok. Et du coup, le but, c'était... au début, notre but, c'est d'en monter 20. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres aspects aussi que ce business model. C'est aussi les impôts en France qui sont assez importants, qui font que du coup, maintenant, on veut s'arrêter là où on est à peu près, Ok. ou développer, mais beaucoup plus lentement, pour se focus sur d'autres trucs plus à l'étranger. Quoi. Ça vous coûte combien de créer une nouvelle agence? Ça vous a coûté combien par Entre agence? 100 et 150K à peu près. Ouais. 150K. Ça, En vous investissement avez, total. vous avez tout financé vous avez utilisé des banques? Comment vous avez fait? Financement perso. Ouais. On avait du cash de nos anciens business. Et il me semble qu'on voulait faire un prêt. 30K juste, on est allé demander à la Ouais. banque, ils avaient refusé. C'est vrai? On avait voulu faire Ah un ouais. prêt. Incroyable. Ouais, c'était un truc de fou. J'ai oublié cette histoire. Et vraiment, on va voir le banquier. Je suis millionnaire. J'ai besoin d'une petite somme d'argent pour financer, quoi. Parce qu'on m'a dit que dans le pro, c'était pas mal de financer, quoi. Et là, mais des problèmes, des complications, mais je pars en vacances, mais c'est chiant, mais faut reporter, mais je fais coucou à la Société Générale. Ouais. Vraiment, c'était insupportable. Vraiment, Vous aviez le un- cash ici? En France? Du cash perso sur ma banque perso qui était en Estonie, du coup, Ok. qui est toujours en Estonie. Et donc, un apport en compte courant à la société, environ 100 000 euros, de quoi financer le premier. Ouais. Et puis voilà. Et du coup, on a fait sans prêt. Ouais. Ok. Voilà, parce que c'était trop compliqué, parce qu'en fait, les banques
quand t'as pas prouvé, ce qui est assez... c'est honnête de leur démarche de fonctionner comme ça aussi. C'est sécure surtout. C'est ouais, sécure, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est que... mais en fait, il y a une différence entre juste dire non et faire galérer pendant 2 mois pour rien. C'est ça qui était, qu'on a mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, les mecs voulaient pas, mais en fait, ils le disaient pas. Ouais. C'était infernal. C'est un problème franco-français, ça. On tourne souvent autour du pot. Voilà. Après, on est un pays où la langue importe beaucoup, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on peut vite parler des heures pour pas grand-chose. Et en fait, oui ou non, des fois, ça fait le tri, quoi. Et je pense que le banquier, il le sait dès les 5 premières minutes. Ouais. Oui. Parce qu'il fait le mec, ouais, ça va le faire et tout. Et puis, 3 mois après, t'as toujours pas de réponse. Au bout d'un moment, il te dit non. Mais je pense qu'il le sait directement. Après, je pense que c'est difficile pour vous, avec l'âge que vous aviez aussi, quand vous démarrez, enfin, ou l'âge que vous avez même maintenant, quoi. Notamment toi, Adrien, je pense. Toi, peut-être, voilà, c'est différent parce que, on va dire que tu as passé les 25 ans. Donc, normalement, tu sais, en France, tu sais, les gens font des études, beaucoup. Tu vois, c'est quand même la culture de l'étude. Non, mais c'est vrai. Les gens font ça, c'est vrai ça. Non, mais c'est vrai. Les gens font ça. Du coup, on assimile. Fou, là. Moi, j'ai vécu 5 ans en Amérique du Nord, donc je peux comparer les deux. Tu vois, toi, tu as vécu en Estonie, toi aussi. Enfin, vous pouvez comparer des cultures. Donc, on a cette chance d'avoir vu autre chose. Clairement, en Amérique du Nord et dans d'autres pays, c'est l'expérience qui prime sur le diplôme. Et ce que tu as fait, et ce que tu es capable de faire à venir aussi, tu vois, quand tu discutes avec une boîte ou tu entreprends un truc ou un banquier, ok, c'est quoi que tu es capable de faire? Voilà. Et là, c'est déjà, ok, qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que ça fait du chiffre ou pas? Et en fait, c'est très difficile aujourd'hui d'aller lever de l'argent en France par rapport à d'autres pays. C'était quand même du prêt pro, hein. C'est du prêt, t'arrives avec ton prévisionnel, ton business model, ça va rapporter de temps. Mais c'est hallucinant pour 30 000 balles d'ailleurs. On est en bénéf, voilà. Ouais. Voilà, tout est carré. Ça existe déjà. Regardez les autres agences, tac, tac, elles font ça. Nous, on fait un prêt. Ok, va falloir mettre 30% d'apport. Ok. Mais tu mettais plus que 50% d'apport. Je crois qu'on proposait de faire 50-50, c'était ça le deal. Hein, C'était vraiment Alors comment vous identifiez du coup qui vous est pas suivi? Si c'est pas une question de l'âge était un problème ou la façon de présenter, j'en sais rien. Enfin qu'est-ce que Alors moi je le connaissais déjà ce banquier, c'est celui que j'avais sur mon ancienne boîte. Okay. Et du coup il a vu ma première boîte quand j'avais 17 ans qui est passée de 0 à 200K pas de chiffre, comment on appelle ça, de trésor, tu vois. Donc pour moi, il me faisait confiance et en plus, ce que je vendais en dropshipping, c'est des produits sur les voitures, tu vois. Donc en fait, je lui dis, ouais, je vais me lancer dans l'automobile. Il me dit, ouais, ça a du sens. Tu m'aurais dit d'ouvrir resto, je t'aurais dit non, c'est mort. Mais là, pour moi, ouais, il y a une bonne continuité, etc. Donc ça a du sens. Et vous aviez du cash, donc des garanties. Ouais, en plus, ouais. Mais du coup, là, la finalité, c'est ce qui se passait, c'est que moi, il me dit, ouais, non, moi, ça me paraît faisable. Alors vraiment, le discours où il va limite me pousser, tu vois. Et au final, on va le voir. Et quand c'est au moment de faire le prêt, ben là, ça nous dit, ouais, voyez avec mon assistant, je suis en vacances. Là, ils partent en vacances tout le temps. Après, ils ont 11 semaines par an de congés payés, donc ils sont souvent en vacances. Ah, ils sont souvent en vacances. 11 semaines? Ouais. Ah, c'est pour ça. ça. C'est pour ça. Ouais. À chaque fois, le banquier, il est pas là. Moi, je peux te dire, dans l'IMO, les banquiers, je les connais bien. Et t'as 11 semaines. Ouais, c'est le double de. Ouais, c'est plus du double même. Ouais, c'est plus. Ça, c'est un truc de fou. Ouais. Ah, c'est tout le temps en vacances. Ouais. Et remplacé par un. Je me rappelle, remplacé par un alternant. Et dès qu'il revient de vacances, ah, mais non, mais il s'est trompé. Bon, on va reprendre à 0. Attendez, mais ça fait 1 mois, je parle avec lui. Et puis, quand un jour férié tombe un lundi, comme les banques sont fermées le lundi, bah, du coup, il les rattrape un autre jour. Tu vois, alors quand un salarié, je sais pas, le 14 juillet, ça tombe un jour de la semaine, un jour où tu travailles pas, le week-end, bah, tant pis pour toi, tu l'as pas en fait. Tu vois voilà, c'est comme ça. Et eux, ils le rattrapent. Quand ça tombe sur un jour qui n'est pas travaillé, ils le rattrapent. Ouais, c'est pour ça. Enfin, encore une fois, les banques, ça va dans les deux sens. Hein. Quand t'es pas le bon profil, c'est très chiant. Quand tu as un très bon profil, on te jette de l'argent dessus. Hein. En fait, c'est comme tout. Hein, les règles du jeu sont claires. Il faut jouer avec. Elles sont connues. Et c'est un jeu lié aux valeurs capitalistes qui est ce qu'il est. Et il faut faire avec. Hein. Parce que quand c'est très compliqué, ben c'est la merde, il faut se débrouiller. Mais dans l'autre sens, quand tout sourit, quand ton business il performe ou quoi, la banque, elle veut qu'une chose, c'est te donner de l'argent. Hein. C'est assez fou. Et ça, on l'a vu vraiment d'une banque à l'autre, en fonction d'avoir 0 mois d'expérience à 2 ans d'expérience. Ça change. Ah bah, complètement. La banque, elle attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande de l'argent. Non, mais ça, c'est l'avantage. C'est que quand tu montres que tu sais faire et que tu as bien fait et que tu as exécuté, mais tu es toujours au moins 2 ans, 3 ans, enfin quand même un peu de recul pour les rassurer, parce que toujours pareil, ils sont quand même pas le coup du risque. Hein. La banque, par défaut, quand même, elle doit sécuriser
ses propres fonds, effectivement, ça fait la diff. Du coup, quand tu m'as contacté, Adrien, tu m'as dit on fait 1 million d'euros par mois. Ouais. Voilà. Donc, quand tu parles de ce 1 million d'euros par mois, tu peux me le ventiler. Ouais. Du coup, c'est vos agences, C'est ça. finalement. Donc, c'est 1 million de chiffre d'affaires. C'est ça. Ok. Ouais, du coup, on a cette agence. Mm. Et il y en a qui performent plus que d'autres. Celles dans Ouais. les plus grosses villes, elles performent plus parce qu'on en a une à Castres, à Carcassonne, à Perpignan, Ouais. à Rennes, à Poitiers et une à Ah, Saint-Orens. t'es allé chez toi un peu quand même. T'es allé vers chez toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et une à Pas Saint-Orens. beaucoup quand même. Non, mais la vérité, c'est qu'on ne trouvait pas à Bordeaux. On s'est dit, qu'est-ce qui est la ville d'après qui est grosse? Ouais. Il y avait La Roche-sur-Yon, mais pas fou. Ouais. Au-dessus, tu avais Nantes. Ouais, non. Et donc, on a cherché à Nantes, Rennes, Poitiers, Angers. Ouais. Et encore une fois, la complexité de trouver des locaux. Ouais, en fait, fait vous êtes que- allé là où vous avez pu trouver aussi. Exactement. Ouais. Exactement. On a trouvé un super local à Rennes. Ouais. Donc, on s'est implanté à Rennes. Parce qu'en soi, votre business, c'est comme celui de la boulangerie. J'ai envie de dire, tu peux le mettre partout. Ouais. Finalement. Ouais, donc Enfin, l'automobile, ça marche n'importe plutôt, quelle quoi. ville, quoi. Ouais. On, dès prend qu'il y a- la, on voilà. prend la carte de la France, on regarde c'est quoi les gros points, on fait Nantes, bon allez c'est parti, on va appeler les agences IMO à Nantes. Ouais. Et ça part. Ok. C'est un jeu. Et d'ailleurs, le truc rigolo, c'est qu'on les a jamais vus, ceux dans le Mais Nord. c'est vrai, on n'a jamais vu. Ah ouais. Ouais, parce qu'on a délégué l'ouverture. Ok. On a pris quelqu'un qui le fait pour nous, Ok. en Ah ouais. interne. Ouais. Et Ah, mais en interne, donc quand même dans dans la boîte. votre équipe. Ouais, Ah, dans ok. notre équipe, ouais. Ok. Et du coup, il les a ouverts et nous, on a jamais été là-bas. Hein. Il s'occupe de la recherche des locaux, appeler les agences IMO, prendre le bail, Ouais. faire la réno si besoin. Il prend ses équipes, il envoie la réno, faire la peinture, commander le matos, Mhm. monter le matos, monter les meubles. Et en fait, installer le PC, installer la clé Wi-Fi, Ouais. démarrer l'ordinateur, faire passer Orange, faire passer EDF. Voilà, quoi. En vrai, le centre Ok. est clé en main. Quoi. Comment vous êtes structuré justement aujourd'hui dans la boîte? Alors, nous, on a du coup le siège social, Ouais. où il y a toute la partie... En fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'est quoi? C'est que quand on met des postes commerciaux dans chaque centre, c'est dur à gérer parce qu'en fait, si on a une mauvaise commerciale ou qui performe pas, ben, en fait, c'est hyper dur de la faire s'améliorer vu qu'on n'est pas sur place. Et nous, notre but, c'était de ne pas se déplacer dans les centres parce qu'on l'a fait au début. Pour le développement, c'était obligatoire d'aller tout le temps dans les centres. On s'arrêtait au 3e, je crois, de le faire. On a fait Saint-Orens, Castres et Toulouse. Ça reste Ouais. reste pas loin. Hein. Mais ça faisait tout le temps voiture, 2 Ouais, ouais. heures, Castres, aller-retour, boum, boum. Donc insupportable au bout d'un moment de le faire 4 fois par semaine. Sachant que nous, on venait d'un milieu où on gagnait limite au début plus d'argent sur Internet, tu vois, en Ouais, restant ouais. dans notre chambre. Donc on avait cet aspect-là, on voulait vraiment avoir un siège où du coup toute la partie commerciale elle est réunie. Donc en fait, on s'est rendu compte à terme que tous les postes où en fait on pouvait perdre des clients ou gagner plus de clients, on les a ramenés au siège pour pouvoir tout contrôler. Et après, dans les centres, on a laissé tous les postes qu'on ne pouvait pas enlever, comme les secrétaires et les techniciens, tout Ouais. simplement. Et du coup, ensuite, tous les process où il y avait des pertes d'argent, par exemple la facturation, au début, c'était les secrétaires qui le faisaient. Ensuite, on les a ramenés au siège. Pourquoi? Parce que quand une secrétaire se trompait sur la facture, sur une pièce ou quoi, on perdait 100 euros. Mhm. Donc, en fait, tout ce qui vous faisait perdre de l'argent ou perdre des clients, on l'a centralisé. Ok. Et ensuite, on a mis tout ce qui est recouvrement pour les clients qui ne payent pas, tout ce qui est RH, management et tout le côté commercial. Ouais. Il y a des clients qui vous payent pas? Le client il paye pas à Si, réception? mais si, en fait, ça dépend quand c'est des entreprises, par exemple, et qu'il y a la TVA Ah, les et qu'on pros, ne peut pas la quand même. récupérer. Ouais, ok, ok. Ou des fois, c'est le salarié qui vient, tu vois, Ouais. donc on envoie la facture à sa boîte. Ouais, ok. En vrai, le service recouvrement, c'est un petit service. Ouais. C'est pas très important, mais Vous avez combien de salariés là on est entre 35 et 40, je pense. Donc combien sièges et combien? 2-3 par centre. Ouais. Et là, au siège, on est en. Après, il y a des alternants. Ouais. Ça varie beaucoup. On est au minimum 10. Ok. Je crois que ça monte à 15. Ok. Peut-être 20 max. Donc là vous avez pris des bureaux? Ouais. À Toulouse? Ouais. Juste à côté, là, d'ailleurs. Ouais, Ouais, on en a parlé juste avant. j'ai vu, 2 minutes ok. à pied. Hein. Ouais. Belle adresse. Ouais. Plus belle rue de. Ouais, la ils ont dit 5e ça, avenue les de gens. Toulouse. La Non, 5e. on l'a pris parce que, en fait, quand on a pris les bureaux, on n'avait pas de bilan, tu vois. Ouais. Donc, on Oui, a c'est vrai. fait toutes les visites possibles. À chaque fois, Ouais. on se faisait dégager. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, quand tu veux prendre un centre avec porte sectionnelle et tout, t'as pas besoin de bilan. Genre, ils s'en foutent un petit peu. Ouais. Mais quand c'est des bureaux, mais impossible, tu vois. Impossible. Ah ouais. Impossible. Et du coup, on est tombé sur un mec, on lui a dit écoute, nous on te paye un an de loyer cash. Ouais. Et on a dit ça à Ouais. une dizaine de mecs. Ils voulaient même pas. Ils voulaient pas. Ah ouais. En fait, les mecs voulaient même pas faire un contrat d'1 an renouvelable et qu'on paye l'année cash. Ah ouais. Ils Ah font ouais. ah non, trop risqué. Mais comment ça risqué? Bah, c'est pas risqué. C'est pas ouais, risqué, si tu veux. Mais je pense qu'ils veulent du long terme et qu'ils Ouais. ont peur Ouais. qu'on parte au Ouais, bout d'un an, ouais. ils jurent par le bail 369. En plus, c'était des agences qui gèrent. Donc, elles, on Ah oui, leur a non, dit si c'est bail des agences, ouais, 369. c'est compliqué. Elles cherchent bail 369. Là, on est tombé sur le mec directement. 1 an de loyer qu'on paye cash. On fait un bail d'1 an renouvelable. Mm. Il a fait bon, allez, go. Nous, ça nous va parfaitement. Vous avez pris combien dans la surface? Je sais pas Il du y a, tout. il y a Je sais pas une, du il y a tout. une bonne centaine de mètres carrés. C'est pas Ok. énorme. Bon, Mais c'est il y a, pas mal. Hein. euh, Ouais, c'est pas mal. mais c'était parfait pour ce qu'on voulait, ouais. Ouais. 5 espaces, 5 pièces. Ok.
Et vous me parliez d'un projet IMO. C'est ça. Ok. C'est quoi le but pour vous déjà de l'IMO dans cette stratégie? Parce que Alors- l'IMO, c'est long, c'est chiant, tu vois. Ouais, nous, comment c'est venu déjà? Parce que de base, en fait, on s'est dit, on est en France, on va se faire taxer. Et en France, c'est le pays. Enfin, tout le monde me dit ça, tu vois. Tous mes potes qui sont à l'étranger, ils me disent, en France, tu peux lever, en France, tu peux lever. Et du coup, on est arrivé au point où on s'est dit, bah, autant qu'à se faire taxer, autant qu'on en profite aussi, tu vois, parce on paye des impôts et en France, on peut lever. Donc, on s'est dit, bah, on a une boîte en France, on va payer une tonne d'impôts, donc autant en profiter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se renseigner sur ça. On a beaucoup cherché parce que il y a pas beaucoup d'infos sur les. Il y a souvent les mecs, tu sais, sur Internet, tu tapes sur YouTube, c'est tout le temps genre comment quitter le salariat en commençant l'IMO ou plein de choses comme ça. Ouais, mais il y a ouais. pas beaucoup de mecs qui Parce que disent. c'est ce qui fait rêver les gens. Ouais, mais l'aspect où il y a pas beaucoup sur les boîtes quand ta boîte fait plusieurs millions. Ouais, comment structurer, comment Voilà. créer un vrai patrimoine, quoi. Ouais. Personne t'explique comment faire un prêt professionnel avec ta société pour acheter un bien avec ta SCI qui est détenue par ta holding. Ouais, alors, Il y a, ouais. c'est- il y a, Il y a- peut-être, Ah ouais, hein Ouais, il y a, bah nous. Ah ouais. Bah ouais. Nous, on n'a pas trouvé à l'époque. Ouais. Quand on cherchait, on n'a pas du tout trouvé. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un peu débrouillé avec le banquier. On a essayé de rencontrer des mecs qui vendaient des biens pour les pros. Ouais. Et on leur a posé des questions. Et il y en a 2-3 qui nous ont aidés. Et du coup, on a fait ce qu'il vient de dire, quoi. Une Donc, SCI c'est pour dans ça la qu'en holding. 2024, vous avez monté pas mal de boîtes, créé une holding, deux holdings, etc. déjà, il faut savoir on est passé d'une structure avec une société. Ouais. Et là, justement, c'était prévu depuis le début. On savait que c'était moins cher de faire depuis le début, mais quand même, en termes de structure, on préférait faire de cette manière-là. Et là, maintenant, on a un fonctionnement avec holding et on a chaque agence qui est une société à part entière, puisque plus avantage fiscalement. Cette tranche à 15% qui passe à 25%, là, on tape du coup dans chaque agence, le chiffre d'affaires tape d'abord dans celle-là. On peut faire remonter les dividendes dans la holding, on peut réinvestir. Plus flexible aussi en cas de revente d'un ou Et voilà, d'une c'est agence surtout ou ça. autre. en termes de revente, ouais, le fait d'avoir le fonds et la société. Par contre, quand vous avez fait remonter vos actions perso dans la holding, du coup, il a fallu les valoriser à ce moment-là. Ouais, justement, il y a le commissaire aux apports Mm. qui est passé. Enfin, qui va passer, Ouais. parce que c'est pas encore fait partout. C'est en cours, ouais. Voilà, c'est là au moment où on regrette de ne pas avoir créé la holding au départ, parce qu'il y a une petite case fiscalité Ah, ils nous l'ont perso. tous dit, ouais. Ouais, petite case fiscalité perso qui Mais c'est l'enfer de ce. Quand tu veux monter à 10 agences et qu'il faut à chaque fois créer une boîte, attendre longtemps et tout. Ouais. Nous, on s'est dit, on valorise la rapidité. On attaque et Et puis on au verra. pire, on paiera les Ouais. coûts plus tard, mais la Ouais. boîte, elle fera de l'argent, tu vois. Ouais. Au début, on voulait juste scaler. Mais l'IMO, aujourd'hui, pour revenir à ta question de base, l'IMO, je pense que ça peut être pas mal parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand tu as une boîte qui chiffre, j'ai parlé avec pas mal de gens dans ce milieu-là, et ils me disaient que quand ta boîte, elle chiffre, genre quand tu dépasses les 10 millions par an, en fait, tu peux commencer à lever des vraies sommes. Et ça devient vraiment intéressant d'être en France, quoi. Tu peux lever plusieurs millions par projet. Et qu'est-ce qui vous faisait envie, vous, comme projet? De la simplicité et de la renta. Normalement, je pense qu'idéalement, on souhaiterait s'orienter vers de l'immeuble. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses en termes de stratégie, mais si on part du principe que la boîte fait 10 millions de chiffre d'affaires par an, elle marge. Le banquier est OK pour prêter tant de millions par projet. Pour moi, il faudrait aller sur de l'immeuble. L'immeuble, alors l'immeuble, c'est large. Oui, je pense de l'immeuble à entre 1 et 10 millions. On va pas avoir un immeuble en plein Toulouse avec 40 bureaux dedans, mais Mais vous voulez quelque chose de quand même patrimonial pour vraiment construire. le moins d'emmerdement Ouais, possible. ouais, Nous, moi, on a non. eu Donc cette pas un pensée-là. truc qui crache beaucoup de rendement, mais plutôt un truc sécure et qui va s'apprécier dans En le fait, temps. il y a deux solutions. Hein. Soit il faut un truc on part de zéro, on rénove à fond, on fait tout, on essaie d'avoir les meilleurs loyers possibles par rapport au coût qu'on a mis dedans. On investit beaucoup, mine de rien, mais on a des gros loyers derrière. Et ça, si on le fait pour avoir zéro emmerde, on le délaye à une personne qui s'occupe de ça à 100%, qui est salarié de la boîte. Hein. Ou alors, on se rend sur des biens patrimoniaux, qui ont un local commercial en bail 369 en bas, qui ont 5 bureaux du bail 369, et on sait que là, il n'y a rien à faire. Ouais. Quoi. Tranquille. En fait, on ne veut pas d'emmerde. Donc, soit c'est bien délégué,
soit la stratégie est basée directement dès le jour 0 sur 0 en merde. Ok. C'est un peu ça notre stratégie actuelle. Ouais. Vous en êtes où là aujourd'hui, justement, dans ce projet? On attend justement, là on est en décembre, on va clôturer. Ouais. Et justement, on a fait le calcul, on sait qu'avec ce 3e bilan, la banque peut prêter à partir de 2 bilans en pro. Hein. Mais on a fait le calcul, on a vu qu'avec le 3e bilan qui va tomber là, on aura beaucoup plus de poids et on veut pas faire de projet intermédiaire petit ou quoi, on préfère directement faire un gros projet dès qu'il va tomber ce bilan là. Ok. Donc là justement on est en phase de réflexion sur qu'est-ce qu'on achète. Ok. Et là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un prêt de base avec 2 bilans. Mais sachant qu'il y en avait un, c'était celui de décembre de la première année, donc 1 mois. Ah ouais. Donc on avait un bilan de 1 mois plus le bilan de la première année. Ouais, c'est un peu light. C'était un peu light, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un appart qui est sorti sur Le Bon Coin. Une fois, je checkais comme ça par hasard. Ouais. Et donc, appart avec énorme terrasse, vraiment centre-ville de Toulouse. Incroyable. Donc, on se dit, on va essayer de l'avoir celui-là. Parce qu'il était vraiment, genre, patrimonial, tu vois. Et du coup, on commence à faire la démarche, on va voir la banque. Et au final, on lui demande 1 million à peu près. Je crois que c'était 990 000 pour travaux, donc 204 travaux, plus l'appart vers les 700 à peu près. Et ils nous disent oui, tu vois. Alors qu'on avait. Non, on s'attendait pas, tu vois. On était choqués. On était choqués parce que la banque, on lui demande 1 million. Nous, notre dernière expérience en banque, c'était le banquier qui veut pas nous prêter 34. Et là, on arrive, 2 ans après, on demande 1 million. Et le banquier, il fait oui. Bah écoutez, j'y vois pas de problème. J'y vois pas d'inconvénient. Et même pour l'anecdote, c'était encore pire parce qu'on avait demandé. On était en rendez-vous avec le banquier, on lui avait demandé les 700K pour l'appart. Et moi, je m'assois. Et c'était même pas le banquier, c'était une dame qui vient étudier les projets qui était en face de moi. CGP qui était là. Et je lui dis non, au final, je veux 1 million. Parce que je veux faire des travaux. Là, il dit c'était pas 700K et tout. Et je fais si, mais je veux 1 million. Et là, il commence à marquer et tout. Et le banquier qui arrive en retard et qui s'assoit à côté d'elle, et il voit 1 million sur la feuille, il fait oui, vous m'avez parlé de 700K, je fais non, en fait, je veux 1 million. Il me fait ouais, ça me paraît pas problématique. En fait, c'est vrai comme ça, ils font oui, je pense qu'il y aura pas d'inconvénient. En fait, je me suis dit, j'ai rajouté 200, presque 300K. Et vous l'avez acheté cet appart au final? Ouais, on l'a acheté, mais en cash du coup. Ok. Parce que. Vous avez fait quoi en fait, aujourd'hui? Là, actuellement, l'appart était très très demandé. Il faut savoir que c'est un bien, je pense, c'est l'un des biens qui a le plus de valorisation de tout Toulouse. Ok. Il est dans quel quartier? Jean Jaurès. Genre vraiment place Wilson, tu vois. Ok. Ouais, plein centre-ville de Toulouse. Énorme terrasse, une très grosse superficie, il y a tout à faire dedans. Et on a choisi de l'acheter cash parce que, au terme de la négo, avec les. En fait, il y avait trop de gens dessus. Raconte comment on a fait n'importe quoi. C'est-à-dire avec les 60K de dépôt qu'on allait perdre, etc. Parce que. Ah oui, on avait mis un apport. C'est 10%. C'était dépôt de garantie. C'était vers les 60K. C'était du 67, 69. C'était 10% du bien, du prix de l'appart. Hors agence, hors frais d'agence. Hors agence, hors notaire, voilà. C'était ça. Et nous, je me rappelle, en fait, on s'en foutait un peu. On laissait le temps passer. Et je me rappelle le jour. En fait, on arrivait à la deadline pour avoir le prêt. Et on fait putain, merde, on s'en est pas occupé. Et là, l'agence elle rappelle, elle fait oui, il y a d'autres gens qui sont intéressés. Il y en a un qui est prêt à payer cash là parce qu'il veut pas attendre. Et le vendeur il est prêt à changer. Je fais ouais, mais là on est engagé avec nous. Elle fait oui, mais jusque demain. Ah bon. Putain, on l'avait oublié, c'est vrai. Et du coup, on fait ouais, bah écoutez, là mon banquier, j'appelle mon banquier. Il répond pas. Je découvre qu'il est en congé. 5 semaines. Je fais bah écoutez, il est en congé pendant 5 semaines. Il peut pas être remplacé. Elle fait mais comment ça il peut pas être remplacé? Bah je fais ils m'ont dit qu'il peut pas être remplacé. Appelez-la si vous voulez. Et c'est véridique en plus. Hein. Franchement, c'est catastrophique. Et je lui dis appelez-la si vous voulez. Mais par contre, j'ai le prêt la semaine où il revient de vacances. Elle fait ok. Du coup, elle appelle le vendeur et il décale la date de limite. Sachant qu'il était très très pressé. Hein. Le vendeur n'avait pas de domicile puisque l'appartement n'était pas vivable. Et il l'attendait de la vente pour s'acheter son bien qu'il avait déjà bloqué. Donc il était en Airbnb, je sais pas ce qu'il faisait. Et nous, je crois qu'on était en vacances en Estonie. En Égypte, je crois, non? En Égypte. Ouais, c'était peut-être en Égypte à ce moment-là, sur un hôtel 5 étoiles. Je me rappelle, j'étais sur un dromadaire. L'agent IMO qui m'appelle, oui, c'est demain pour avoir le prêt. Et je fais, bah, du coup, finalement, on le reporte dans 5 semaines. 5 semaines plus tard, enchaînement de vacances, de trips, de business et de tout ce qui s'ensuit, on n'avait rien fait. Et du coup, on fait, mais au pire, on vous l'achète cash, votre truc là. Arrêtez parce qu'on allait perdre, en fait, on allait perdre le 60K. Hein. Oui, parce que en fait, si la promesse s'éteint, ils peuvent vous appeler le truc. Et du coup, on fait, ouais, mais on vous l'achète cash, votre truc. Au pire, on le fait refinancer derrière, parce qu'on peut le faire refinancer. Du coup, on peut l'acheter et se faire refinancer par la banque après.
on l'achète cash, comme ça c'est fait. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et de toute façon, ça devenait nécessaire parce qu'on n'aurait jamais eu le prêt en une semaine. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Vous l'avez acheté comment, du coup? On l'achète en SCI, Ouais, SCI. à 5.5, via une SCI créée spécialement pour l'occasion. Sur laquelle vous avez aujourd'hui ce bien-là. Et maintenant, c'est cette SCI-là qui va héberger vos autres investissements? Je pense qu'on va faire une Une SCI, SCI par truc, je crois. Hein. Une SCI par projet? Je sais pas ce que t'en penses encore une Bah, fois. après, sur des tailles de projets comme ça a du sens. Après, sur les petits projets, franchement, si c'est pour gagner, comme tu disais, l'IS à taux réduit, des fois, bon, ça vaut pas forcément Non, le si coup. c'est des projets à plus d'1 million à chaque Mais fois, je voilà, pense si que... c'est des gros projets, ouais, ça peut avoir du sens. Ça reste aussi peut-être un peu plus flexible. Mais, Bon, encore une fois, en termes de... Je sais pas si en termes de revente, les gens ils veulent acheter la boîte ou pas avec. Bah, par exemple, si c'est un Airbnb qui tourne... en fait, en soi, souvent, il y a de la dette quand même dans l'IMO. Donc, souvent, tu vends le bien plutôt que la boîte, quoi. Tu vois. Ouais. À moins d'avoir des grosses foncières, tu vois. Ok, ouais. Parce qu'après, la fiscalité, c'est la même. C'est-à-dire que les droits de mutation, tu sais, les fameux frais de notaire, quoi, qui englobent tout, tu vas les payer quand même si tu vends des parts sociales à prépondérance immobilière. Que tu vois, que tu vendes des actions ou que tu vendes le bien lui-même, la fiscalité, c'est la même aussi. Donc, enfin, la fiscalité, j'entends la fiscalité des droits de mutation, en tout cas. Les frais de notaire, tu les payes quand même. Et c'est quoi le La next step. non l'exploitation de ce bien? Vous en faites quoi? Alors là, pour l'instant, il sert à rien parce qu'il est dans un état pitoyable en termes d'intérieur. Vous avez pas attaqué les travaux? Juste avant, alors faut savoir, c'est assez récent. Hein. C'est le minéral, le temps de la vente que ça prend. La vente, elle a pris... ça nous avait pété un câble, elle a pris 5-6 mois à se faire, mine de rien. Bon, après, vous avez traîné aussi. Il y a eu de la... Alors, on a traîné sur les 2-3 mois pour avoir le prêt. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, non, ça, c'est sûr. Mais en tout, ça a pris énormément de temps. Et donc, entre le moment où on a eu le deuxième bilan et qu'on a lancé ce projet et qu'on a fait ça, bah, ça fait quoi? Ça fait 1 mois, 2 mois qu'on a le bien. Okay. Et là, juste avant, là, il y a 1 heure, on était avec l'archi à l'appart en train de voir ce qui était faisable. Le but, c'est d'en faire, je pense, enfin, on compte pas rester à Toulouse très longtemps, mais en faire au début une résidence principale et puis le rendre très vite en Airbnb. Puisque vu qu'on veut pas le vendre, vu que c'est un bien extrêmement patrimonial, et vu l'aspect qu'il a, je pense que c'est fait pour faire du Airbnb. Ok. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de discuter avec des jeunes qui ont pas une vision de l'immobilier comme beaucoup de jeunes où tu citais le truc, voilà, faire du cash flow, arrêter de bosser, etc. Vous avez d'autres sources de revenus, vous avez des sources de revenus qui sont plutôt business. Et du coup, vous considérez l'IMO, j'ai l'impression, plus comme de la constitution de patrimoine, aller consolider des choses que vous avez gagnées à côté. Mais en fait, il faut comprendre que pour nous, si tu me dis achète un bien à 300 000, mets-le en location à 2 000 par mois, ton prêt il coûte 1 700, j'en sais rien, hein, je dis au pif les chiffres. Récupère, moins tes charges et tout, tu te récupères, je sais pas, 200 € de cash flow. Enfin, on fait 100 000 par mois, tu vois, 200 €, on s'en fout complètement. On cherche l'immobilier, pour nous, c'est du patrimonial. On cherche effectivement à pas faire des trucs qui sont déficitaires pour que la banque se dise, ok, ils font les choses correctement, ça s'autofinance, on va leur reprêter. Mais on vise pas du tout à faire des compléments de revenus ou quoi que ce soit avec ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je répète souvent à des gens qui nous sollicitent et qui ont, on va dire, des envies de rêveurs. Je leur dis, si vous regardez les plus grosses fortunes, hein, Bernard Arnault, etc., il n'investit pas dans des immeubles de rapport à Castres. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas, voilà. Il crée du vrai patrimoine, la vraie valeur, un truc qui va se pérenniser aussi dans le temps, tu vois. Pas juste du rendement court-termiste sans vision de la suite, quoi. Après, nous, on est vraiment fervent si on veut gagner de l'argent, faire du business. Genre faire de l'IMO pour vraiment s'enrichir, c'est pas possible. Tu peux gagner quelques centaines d'euros. L'IMO, c'est du patrimoine. Hein. C'est ça, c'est pas du revenu, en fait. C'est du patrimoine. Ouais. Mais vraiment faire du business, c'est de gagner. Parce qu'en fait, même aujourd'hui, gagner 10K par mois, tu peux vivre confortablement. Mais en fait, quand je vois tout l'argent qu'il y a des gens qui gagnent des millions et des millions par mois, moi, ça me ferait chier, en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment viser un business où tu peux gagner beaucoup et scaler. Et en fait, je pense que quasiment tout le monde peut réussir à gagner des grosses sommes, quoi. C'est plus facile à dire, c'est plus facile à faire quand tu l'as déjà fait, tu vois. Ouais, forcément, ouais. Comme vous, ou voilà, parce que vous avez eu ces expériences-là, mais vous savez aussi très bien qu'il y a plein de mecs qui sont lancés en même temps que toi, et qui n'ont pas réussi de la même manière. Donc, tu sais qu'il y a quand même aussi beaucoup de, tu vois, c'est un peu comme le sport de haut niveau, c'est comme partout, tu as un entonnoir au début qui est très large, et à la fin, tu as quand même peu d'élus, tu vois. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il y a une masse d'argent dans le monde, mais il n'y a pas une masse de personnes capables, tu vois,
d'aller justement Tu capter. penses que c'est capable? Parce que moi, je pense que c'est juste persévérer. Hein. Ouais, mais quand je dis capable, c'est de tout. Ouais. Déjà, c'est qualité intrinsèque, hein, parce qu'il y en a qui naissent avec des choses. Enfin, tu vois, je veux dire, il faut être un peu câblé. Après, si t'es pas câblé, il faut être un peu quand même débrouillard et avoir un edge sur les autres au bout d'un moment. Enfin, il faut trouver l'edge que tu peux avoir sur la normalité, en fait. Ouais. Tu vois, et on sait que t'as quand même toujours la masse, et puis t'as les marginaux. Vous êtes des marginaux. Les entrepreneurs, de manière générale, ce sont des marginaux. Tu vois, Ah ouais? on peut pas dire que t'as un parcours typique. Ah oui, Toi ça, non plus. Ça, c'est sûr, ouais. Tu vois, donc vous êtes des marginaux. Je dis pas marginaux, le mec qui est avec ses punk à chien dans la rue. C'est Mais pas- je pense pas le sujet. je pense que dans la masse, moi je suis assez. Enfin, tu me poses la question, moi j'aurais pas répondu comme ça. Pour moi, il y a une grosse partie des gens, vraiment grosse, hein, quand je dis grosse, c'est pas. On peut pas rajouter 2%. Pour moi, il y a effectivement, tu as des personnes qui sont pas assez câblées, etc., qui vont dans tous les cas pas être assez capables. Mais pour moi, tu as une majorité des gens qui juste, de par leur construction dans leur enfance, adolescence, l'exétude, l'université, les parents, leur frame en fait de leur vie, perdent leurs couilles pour aller faire... moi, je leur vois, je leur dis, si tu fais ça, il va se passer ça. Ah ouais, c'est intéressant. Mais après, quand il faut le faire, ils le font pas. Parce que c'est trop risqué. C'est pas risqué. Mais pour eux, c'est trop risqué. Et en fait, le step à faire est trop risqué. Et il y a un manque de Passage à l'action, ouais. passage à l'action. Ça, c'est certain. J'espère que tu vas pas nous vendre une formation mindset derrière. J'ai rien à vendre. Non, mais clairement, je suis d'accord avec toi. Mais en soi, il y a aussi des contraintes que des gens ont, tu vois, qui peuvent pas. On a tous une appétence ou une aversion au risque différente aussi. Il y en a qui dorment très bien avec, d'autres qui dorment pas du tout. Tu vois, quelqu'un qui dort pas. Ouais, ça se construit, ça aussi. Ouais. Non, c'est vrai que la On résistance a au tous une stress, santé pour moi, différente. ouais, On a tous, tu vois. Oui, il y a une base. Franchement, je serais ravi d'en rediscuter avec toi dans 15 ans, tu vois, et de voir si tu as le même avis quand j'aurai les cheveux gris. quand tu seras épuisé, tu vois. Non, mais tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez aussi l'agnac, le truc, enfin, tu vois, c'est pas pareil. Moi, je vais faire 40 balais là bientôt. Je peux te dire que j'ai pas du tout la même forme. Je peux plus bosser le soir, tu vois, je peux plus faire des journées. C'est fini en fait, tu vois. C'est au bout d'un moment, ton corps, tu vois, il suit plus aussi. Donc si tu le fais pas jeune et que tu as raté le coche, c'est plus difficile de le faire après quand même. Ah oui, après, effectivement, il y a comment t'es né, il y a ton pays, il y a ton âge, ta famille, etc. Oui, qui forcément c'est différent. Mais moi, quand je répondais à ça, je parlais de tous les gens comme moi qui ont mon âge, qui ont globalement qui sont nés en France, qui n'ont pas de problème. Non, mais c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est sûr. Enfin, tu vois, à votre âge, c'est maintenant qu'il est. Moi, tu vois, quand je vois on va dire ma ligne d'évolution sur les 4 dernières années en termes de network, de connaissances et de résistance au stress, de tous les points que tu as besoin dans le business, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement rapide que je me dis qu'en fait, tout le monde peut le faire. Hein. Enfin, pour moi, en 4 ans, si tu es à la guerre tous les jours, tu deviens tellement... En fait, c'est un truc de fou comme le stress, ça évolue. Ça m'a choqué. C'est que je me rappelle, quand tu commences à avoir tes premiers problèmes, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Par exemple, ton salarié, il t'explose tout. Tu perds 3 jours de chiffre d'affaires, t'as la banque et tout, machin. Enfin, t'as des problèmes de fou, c'est compliqué. T'as l'impression que c'est dramatique, quoi. C'est dramatique, tu dors mal, etc. Là, aujourd'hui, il peut se passer 1 million de trucs. Il ne faut pas y avoir rien d'impact. à voir, ouais. Non, parce que vous relativisez plus, c'est sûr. Non, mais même si le trop poids est d'habitude, plus en fait. gros, c'est juste que maintenant, en fait, tu vois, t'as l'habitude au bout d'un moment. Enfin, c'est un poison, tu deviens invincible à ça. Et puis tu réfléchis mieux, t'anticipes mieux, tu vois les problèmes, tu fais en sorte qu'ils arrivent moins, et quand ils arrivent, bon, bah, au lieu de te dire putain c'est la merde, tu te dis bon bah je vais les régler comme ça arrivera plus, quoi. Ouais. Avec un salarié en plus, avec des process en plus, avec voilà, tout se règle globalement. Non, mais c'est sûr que tu apprends à mieux gérer avec le temps, de toute façon, et les expériences que tu vas glaner. Et plus vous allez vieillir, plus vous allez vous bonifier sur tous ces sujets-là, en fait. Et vous serez encore meilleur qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Vous avez des choses que vous voulez traiter ou à rajouter avant qu'on clôture Truc l'épisode ? Intéressant, là on est sur un nouveau business Ouais. qui est pas mal intéressant. Je pense que tu as vu si tu avais regardé nosociétés.com. C'est. Alors j'ai vu pas mal de noms. Ouais, non, du coup, ça s'appelle Laserapy. Ouais. Donc concrètement, c'est une boîte de laser. Je sais pas si tu avais vu ça. Non, ça me parle c'est pas. une boîte de laser. En fait, on a découvert ce business. Pour l'histoire, en fait, comment je suis tombé sur ça, je regardais un reportage, tu sais, les reportages français des expats dans les autres pays qui font de l'argent à mort, tu vois. Oui. Et je tombe sur un reportage d'un mec, c'était genre 26 ans, multimillionnaire, femme, argent et tout. Dans un je jet. clique, et le mec est dans un jet. C'est un peu ta page Insta quand même, ça. Hein.
Ouais. Un peu, ouais. C'est Ouais, un peu- moi- c'est ça moi- qui m'a fait hésiter d'ailleurs à Trosora. Moi, c'est le. Faire attention à ça quand même aussi, l'image. Pourquoi Ouais. Dans quel sens Non, je trouve. Si demain tu veux lever des fonds Ouais, voilà, exactement. Si avec tu- une start-up. si tu veux, tu vois, si demain tu J'ai veux. prévu de retravailler ça. Voilà. Sérieusement, Non, par mais l'image, voilà, Non, l'image. on a Ouais. conscience de ça. Ouais. Tu sais- tu sais, plus j'avance, plus je me rends compte. Ouais. Parce que je rencontre de plus en plus des gens, on va dire, qui gagnent de l'argent. Mm. Et c'est pas la première fois qu'on m'a fait la remarque. En fait, il n'y a pas de corrélation entre, tu vois ce que je veux dire, le fond et la forme. C'est-à-dire Ouais. que tu peux avoir un fond hyper smart, etc., mais une forme dégueulasse. Tu vois Ouais. ce que je veux dire. Et c'est pas parce que tu as un fond plein de pognon que tu es obligé d'avoir la forme qui va avec. tu Ouais, vois non, ce que je veux dire, vois c'est ce un que tu veux peu- dire. Après, moi, dans ma personnalité, c'est assez présent, ça, quand même. Ouais. J'aime bien. Et ça Ouais, me- Il est fou. Ouais, je suis un peu fou. Ouais, mais ça l'est pas dans ta façon de parler, tu vois. Ouais, non, après en fait, j'arrive à. Ça l'est pas dans la personne que tu es là aujourd'hui, tu vois, en face de moi sur la table. Enfin, pas sur la table, mais. Ouais. Enfin, si tu vois, t'es sur la table, vas-y. Non, mais Ça j'ai va en travaillé, en fait, pour Voilà. ça. J'ai- Mais tu vois, franchement, j'ai travaillé. c'est. Voilà. Et je trouve que c'est dommage parce que ça peut mettre des bloqueurs en amont. Parce qu'on sait que l'habit ne fait pas le moine, tu vois, c'est acté. Mais ça peut mettre des bloqueurs, et notamment quand vous allez vraiment, tu vois, encore plus grossir, parce que j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. Le but, c'est de grossir. Et que tu vas devoir vraiment t'adresser à des gens un peu Ouais. différents, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Que la avec toi. sphère entrepreneuriale néo-business, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. C'est pas le plus optimisé. Ouais. Ouais. Sur ça, je vais retravailler l'Instagram, je vais retravailler l'image. Bon, vas-y, je t'ai coupé sur ça, Mais la thérapie. Ouais, la thérapie. Ouais. Comment j'ai découvert ça, du coup, reportage? Je vois un mec, 26 ans, en Suisse, dans un jet avec plein de meufs à poil, Ouais. toutes floutées et tout, et je me dis, mais c'est qui ce fou? Et il raconte qu'il s'est lancé dans un business, du coup, je sais pas si tu connais Norazan, c'est une boîte en Allemagne qui fait des piqûres dans l'oreille. Et en fait, le mec a une solution, il te fait 7 piqûres et t'arrêtes de fumer instantanément, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et Et j'allais dire pourquoi ils se font des piqûres dans l'oreille, c'est pas non, vrai. mais en fait, parce que dans l'oreille, t'as des points Auriculothérapie. d'auriculothérapie, Ok. ouais. C'est comme l'acupuncture. Ok. Sauf que lui, il le fait avec des piqûres. Ouais. Et il dit que c'est sa solution pour pas qu'on le copie, en fait, qu'il a créé avec des plantes et tout. Mais en fait, c'est plus l'endroit épique qui importe. Et le mec, en fait, tourne tellement qu'il est ouvert 24/24. Genre, il doit faire 100 K day, tu vois. Ouais. Un truc ouf. Et le mec raconte que du coup, il s'est franchisé, il lui a donné 1 million pour pouvoir ouvrir en France et tout. Et je commence à regarder ça. Et je découvre qu'on peut faire la même chose avec un laser. Et je commence à regarder la concurrence. Je vois que les mecs sont pas très bons en termes de marketing. En fait, le même problème Classique que dans business l'automobile. physique, Ouais. Classique business Site physique. hein. éclaté, marketing éclaté, process éclaté. Ouais. Juste, en fait, ils ont pignon sur rue. Mais ils sont complets juste avec ça. Ouais. Ça, Voilà. c'est intéressant. Ouais. C'est qu'ils sont, on Oui, voit donc nos il y a une vraie concurrents, demande. Il y a une vraie on veut, demande. on veut- Grosse on veut demande. prendre rendez-vous sur le concurrent, on voit pas de dispo en 3 semaines. Ouais. Putain. Mm. Et du coup, on se dit, bah vas-y, on va lancer ça. Parce que là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un business. T'as un salarié, Mm. t'as un cabinet, les gens, ils payent, ils sont contents de payer. Les mecs, ils arrêtent de fumer. Hein. C'est pas, Ouais. c'est pas non plus. Ouais, gros taux de réussite, hein, c'est- 85% en général. 85%. Ouais. Nos concurrents affichent 80%, nous on affiche 85% de taux de réussite. En une séance, on se focus sur le cannabis, cigarette en grande majorité, le sucre et la cigarette électronique, quatrième produit. Ouais, donc c'est pas que la cigarette, il y a des Faut- addictions. Quoi, parce que le ouais, sucre, on peut tout Alors, traiter, hein. si jamais les concurrents, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent sur tout, tu vois. Ouais. Genre les troubles de la ménopause, les acouphènes, Ok. le stress, l'insomnie. En fait, ça fait très charlatan, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu regardes le site d'un Ouais. concurrent, en fait, il y a une liste Tu comme vois, on ça. peut tu régler tous tes comprends. problèmes. Quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, même le mal de dos, tu vois, genre des trucs comme ça. Et du coup, nous, on s'est dit, en fait, c'est too much. Je comprends rien. On va ouais. se focus sur Ouais. 4 produits qui ont un rapport, tu vois. Mm. Genre 4 addictions assez connues. Le café. Ah ouais, le café, caféine. il faut, nous, on est Non, pour. on est pour rajouter ouais. Mais dans l'idée, ouais, on se focus sur ces 4 points-là. Du coup, on a l'air beaucoup moins charlatan, on a un marketing beaucoup Ouais, plus ouais. clean, tout Ouais. est contrôlé. bien branding. Et du coup, on lance ça en août. Ok. Et là, carton direct, tu vois. Genre, on Ouais. met une salariée, je crois en bénéf, on a tourné premier mois à 15K de bénéf. Ok. Ce qui est bien À pour. Toulouse, vous l'avez lancé, ouais, ça ouais, vers Saint-Cyprien. Tu vois, premier mois, 15K de bénéf. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on peut mettre une deuxième salariée pour doubler. Ouais. Et là, on Oui, se parce rend que là, compte- pour le coup, plus t'es ouvert et plus tu fais de chiffre. Quoi. Ah, c'est ça, en fait. c'est ça. Parce qu'en fait, on est limité par le nombre de séances par Ouais. jour, vu qu'une séance, c'est quasiment 1 heure, tu vois. Ouais. Sur une salariée, tu peux en Ouais. mettre entre 6 et 8, en gros. Ouais. Mais dans l'idée, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à se dire qu'on peut scale. Et en fait, le problème, c'est qu'on en avait. On avait l'idée de lancer de la franchise ou des trucs comme ça Mm. sur notre business d'automobile, mais il est trop complexe. C'est-à-dire qu'on veut pas que les gens aient un siège social avec des commerciales, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Du coup, on a lancé ça en franchise, là. Et on est en train de scale ça tranquillement. Là, on ouvre à Montpellier, à. On ouvre à Rennes, on ouvre tout le sud de la Bretagne, on ouvre l'Occitanie. Globalement, il reste que Bayonne, Biarritz qui est pas encore. En fait, on voit des gens tous les jours pour lancer ce biz avec nous. Trop bien. Et nous, on en développe aussi en perso parce que mine de rien, comme il dit, C'est pas mal. Ouais. 15K de bénéf dès le mois 1. Ouais.
Là, par contre, le banquier, Ouais. ça marche. Hein. Là, par contre, en fait, le business model est tellement simple. C'est les gens, ils payent Ouais. 200 € la séance, paiement 4 fois en général, sinon 3 fois, sinon paiement direct. Ils payent. Le business est tellement simple, pas d'emmerdement, et du coup, on en lance partout. J'en ai ouvert un en perso pour mon père, Ok. puisqu'il a peur de se lancer. Je lui ai dit, mais ouvre avec nous. En plus, c'est l'occasion, Ouais. on peut le faire sous forme de franchise, donc ouvre avec nous, fais-le. Ouais. Et non, je sais pas, j'ai envie, mais en même temps, non, je sais pas, j'ai mon travail Tu vois que c'est pas une de question d'éducation. fonctionnaire. Tu vois Trop dur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis en train d'en ouvrir un pour lui, à son nom. Et on est en train de faire le recrutement du salarié. Je vais mettre le salarié et je vais lui donner dans 1 mois, Ouais. comme ça. Enfin, déjà, c'est déjà son nom. Donc, je Ouais. vais juste lui apprendre la nouvelle. Je vais dire, Ouais. voilà, tu as cette société-là. Va y avoir un praticien dedans. Ça fait 15 cas de bénéfices par mois. Marge brute, c'est 80%. Hein, parce qu'en même temps, il n'y a pas Et de en net, consommable. il y a hein, il y a pas 50 de- avant impôt. Ouais, Y a il n'y a pas trop de de charge. capex, il n'y a pas d'investissement Non, important investissement au départ. total, on est sur du 40K. Ouais, 40K avec Mm. nos frais, mais sans nos frais, on est sur du 15-20K. hein. Ouais, donc C'est rien, facile. en fait. Ouais. Rentabilité directe. Ouais. Et ça, par contre, c'est un truc que j'ai vu dans les business physiques qui manquait. C'est que les gens, on va dire les boomers, hein, les gens qui n'ont pas notre âge, ils investissent une montagne d'argent. Oui, ils veulent trop voir des gros chiffres pour rien. Ouais. 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 C'est un truc de fou. Hein. La renta, mais tu sais, on dit tout le Il y temps a les beaucoup business physiques, c'est d'investissements 2 au ans. départ. Tu vois, ouais, c'est ça. 2 ans pour être rentable. Donc, Oh, il y en a, c'est plus que ça. Hein. mais nous, on évite. Ouais, les restos. Moi, j'ai Mm. parlé à un mec qui avait scale plein de restos. Les gros magasins qui ont besoin de stock aussi, qui ont besoin de beaucoup Ouais, de les stock. gros magasins, ouais. les restos, Les les salles de grosses sport, surfaces. tout ça. En Ouais. fait, les mecs veulent juste voir des gros chiffres. Ouais. Ouais. Et ils regardent pas la renta alors qu'il y a des business qui sont bien plus simples, qui se lancent en 2 semaines et qui rapportent les 15K par mois que tu rêvais juste avant. Et voilà quoi. Et nous, sur la franchise, vous le faites parce que ça vous fait gagner du temps. Vous pensez que vous pouvez scaler beaucoup plus vite grâce à la en fait, franchise? on s'est vraiment posé la question. Parce qu'en soi, souvent la franchise c'est pour que le franchisé porte justement les capex, parce que sinon développer des gros magasins, tu vois, ça coûte cher. Donc du coup, tu fais porter ses coûts par les franchisés. Mais vous là, c'est pas votre cas. En fait, ouais, il y avait vraiment 2 solutions. On s'est vraiment dit, à la base, notre projet c'était vraiment, on prend un autre siège social, tout simplement on prend l'étage de notre siège social actuel, donc très simple à setup. On a déjà des salariés, on a déjà une RH, elle peut déjà nous recruter, on peut tout faire. On s'est dit, en fait, soit on nous sent vraiment pour en 1 an. On a déjà notre gars qui peut faire les ouvertures et tout pour nous, en ouvrir un toutes les 2 semaines et tout, envoyer. Il n'y a pas de gros coûts, tu es rentable mois 1, donc en fait, on peut le faire. Et là, on a commencé à voir l'opportunité qu'il y a des mecs qui veulent ouvrir au Canada, en Estonie, au Portugal, et le projet d'avoir un truc connu vraiment dans le monde entier. L'international, ouais. Parce que là, pour le coup, ça marche partout. Hein. Ouais. Ça marche partout, ça existe déjà beaucoup au Canada et aux States. Et on a des mecs au Québec et tout, en Belgique qui veulent lancer, en Portugal, en truc, et on s'est dit, ah ouais. Il y a moyen de faire un truc finalement, énorme. Ouais. En fait, ouais. On va en ouvrir quelques-uns en perso pour nous, pour compléter encore, faire du chiffre d'affaires, etc. Pour notre famille et tout. Mais le fait de franchise, ça va permettre de faire un truc énorme. Et encore une fois, tout le monde y gagne. Donc, Ouais, vous auriez pu quand même faire le choix de rester, vous, en intégré en France et faire des master franchises après à l'étranger. Nous, on voulait détruire rapidement la concurrence. Il y a un concurrent à nous qui en a beaucoup. Il y en a 150 en France. Il y en a déjà 150. Et on voulait faire un truc genre vraiment, on prend le marché en 2 ans, on dépasse les 100 en France en 2 ans, et le mec est dépassé, on le détruit. Quoi. on le met sous l'eau. Ok. C'est ce qui va se passer, on annonce. On refera un bilan. Fin 2025. On refera un bilan. Non, mais je pense Vous que viendrez c'est, me voir au Canada. Ah, Ouais, je me casse là-bas, moi. C'est vrai? Ok. Pourquoi? À Montréal? J'en parlerai plus tard. Ok, sympa. Je pense que c'est mieux. Hein. Moi, je suis Après, assez pour, vous qui râlez parce qu'il y a 2% d'IS à l'Estonie, par contre, Non, l'imposition, moi je parle moi, je parle je parle du principe du du pays, lifestyle, ouais. tu vois. Le plaisir d'être quelque part, quand même. La France, il se fait. Moi, ce que je dis souvent, genre, je dis si tu vas à un endroit près et sympa, en vrai, tu vas en Espagne, il fait beau tous les jours. Les gens sont Alors plus moi je suis contents. portugais donc j'irai plus au Portugal, tu Ouais, vois. D'ailleurs mais j'ai c'est du pas très limo loin, là-bas tu et vois, tout, donc et- c'est plus facile, mais La vie est plus belle, quoi, je trouve. ouais, je suis d'accord. En fait, faut choisir un peu. En fait, faut savoir que les gens ils se bloquent trop alors là où ils sont nés. Ils ont trop cette attache de là, je suis né là, donc je vais rester dans la zone. Alors qu'il y a tellement d'endroits dans le monde où il fait mieux vivre. Et c'est pas une question d'argent ou quoi, parce que tu peux te trouver le même appart dans la même ville à tel endroit et tu vas être 2 fois plus heureux. Je suis d'accord. Voilà. C'est mon avis sur la question. C'est une belle conclusion, on va arrêter là. On va en rester là. Non, merci du coup pour votre participation, votre échange et félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci. Parce que c'est top. Et tout ce que vous allez faire demain, parce qu'il y a de vraies ambitions. En tout cas, j'ai 2 vraies ambitions en face de moi. Donc ça se ressent. Et je vous souhaite plein de réussite.
sincèrement. Plein de bonnes choses pour la suite. Et puis en plus, vous participez à l'économie de Toulouse, donc c'est bien. Moi, je suis né à Toulouse, pour le coup. Ok, on y participe. Hein. La taxe foncière, on la paye. Voilà. Taxe foncière, le reste, voilà. Donc c'est bien. Non, franchement. Et puis les emplois aussi, parce que vous créez de l'emploi à Toulouse, finalement. Mine de rien, ouais. Voilà. Non, mais mine de rien, ça, c'est un truc c'est intéressant, c'est le nombre de familles que tu payes, que tu fais vivre. C'est il y a un ce autre côté aspect, social aussi, tu vois, le côté français, on est très... voilà. Mais tu vois qu'il ne faut pas oublier, chez les entrepreneurs, c'est aussi qu'il y a ce côté social. Et souvent, on prend un entrepreneur pour le mec qui... va, grâce à des gens qui l'exploitent, entre guillemets, va pouvoir faire sa propre richesse. Et en soi, il y a une vraie vocation sociale quand même. Tu vois, ce qui est étonnant d'ailleurs dans vos profils, hein, qui sont des profils très digitaux, très génération web. Et en fait, web et blockchain même. Et du coup, derrière, aller sur des business physiques, embaucher des salariés, Martine à la compta. Gros changement. Et enfin, tu vois, c'est ça. C'est un peu, voilà. C'est ça, gros changement. Après, il faut pour scaler une boîte, même du digital. Ouais. En fait, si tu veux sortir de ta chambre, tu es obligé Il faut des humains. Il te faut ces choses. Il faut des humains, pas de souci. Il faut forcément manager des gens. Ouais. Bon, merci encore à vous deux et Merci à à bientôt. Qui sait. À bientôt. Ciao.